Bonsoir à toutes. Cette liaison n'existe pas, mais nous allons la garder. Bonsoir à toutes. C'est super. Et tu enlèves par contre la liaison du toutes. Tu vois, donc c'est bonsoir à toutes et à toutes. Oh là. Ah ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Oh, je suis chiant en ce début de podcast. Non, pas du tout. Non, c'est parfait. Bienvenue dans cette table ovale que cette fois-ci on tourne dans notre studio, vous avez remarqué. Moi ça m'a fait une petite émotion, j'aime tourner des choses dans notre studio, je trouve ça trop bien. Aujourd'hui, dans cette table ovale, on va parler d'amour. Et cette table ovale surtout, elle est disponible sur Spotify en audio si vous voulez l'écouter en faisant d'autres activités, peut-être sur la route, peut-être en train de cuisiner, mais aussi sur notre chaîne. Là vous êtes en train de la regarder, si vous me voyez le dire, c'est que globalement vous êtes sur YouTube. C'est ça à peu près. C'est performatif comme on dit. Mais alors, est-ce qu'on dit vraiment ça ? Oui. Mais alors, j'adore parce que tu es le seul que j'ai entendu dire ça et j'adore quand tu m'apprends des choses à dire. C'est comme pléthore, je le dis, mais... Enfin bon, l'amour est un sujet très vaste qui nous a été beaucoup demandé, n'est-ce pas, David ? Oh, ok, oui. Excuse-moi. Tu me relances après. Je te bloque 2 secondes juste pour vous dire que vous retrouverez dans quelques jours une partie exclusive, les questions des internautes que vous nous avez posées sur Instagram, exclusivement sur Spotify en vidéo. Donc ça arrivera tout à l'heure. Ça vous plaît beaucoup. On lit tous vos messages. Je suis obligé de le débloquer. On est reparti. Sujet absolument grandiose qui intéresse beaucoup de gens. On ne sera pas exhaustif, on vous le dit tout de suite. Il y a trop de portes d'entrée et de sortie. Non mais oui, il n'y a pas de souci. Il y a trop de nuances, il y a trop de schémas différents. On ne va pas pouvoir tout traiter. Mais par contre, David et moi avons des expériences qu'on peut partager. On adore parler de ça. Ce thème, il nous meut comme beaucoup de gens. Et on a deux personnes... En fait, vous êtes régulièrement nos experts. Ça nous aide, ça nous soulage quand vous êtes là. Donc c'est pour ça que Cyrus, que vous connaissez bien, est encore là pour nous donner ses lumières sur ce sujet de fou. Franchement, je crois que merci. 90% des tables ovales sont avec toi maintenant. On n'arrive pas à s'en passer. C'est un honneur. C'est un honneur. Ouais, c'est trop bien. On aime trop parler avec toi. Et Paola, que vous connaissez, qu'on a découvert dans le test de QI il y a quelques années. On ne dira pas forcément le résultat. On ne reviendra pas forcément dessus. C'est pas le sujet. Ça s'affiche en bas de votre écran sur YouTube. De cette vidéo, puis on s'est revus pour d'autres formats. On avait fait la Safe Place aussi sur la chaîne secondaire, et on aime bien parler avec toi. On avait fait aussi une table ovale, et on pensait que ton regard d'expert peut être intéressant effectivement là-dessus, même si on va faire, nous, peut-être un peu plus de partage d'expérience, et toi, tu vas peut-être là pour nous donner des clés. Pour analyser tout ça. Absolument. Déjà, la vache, ce sujet est incroyable. C'est un sujet vaste. Peut-être que pour commencer, on pourrait faire un petit tableau rapide de notre parcours amoureux depuis le début, rapidement, chacun. Peut-être Paola, c'est comme tu veux. T'es pas obligé de te livrer, parce que le secret professionnel quand même. Exactement. Donc toi, rapidement, comment c'est ta vie amoureuse Tu veux qu'on commence peut-être ? Tu veux qu'on commence ? Non, mais t'avais pas écrit un truc ? J'avais écrit un truc, mais il l'a dit. Ah ok, d'accord. Et j'avais écrit, et vous savez, je sais ce que je voulais dire tout à l'heure, comme ça vous laisse le temps de réfléchir. En gros, on bosse sur nos tables ovales avec l'équipe. Et tu te rappelles, on était là, le sujet au début, c'était le couple. Et on étudiait les couples, parce qu'il y a plein de manières de vivre un couple, former un couple. Il y a plein de schémas. Et franchement, on a réfléchi, on a beaucoup discuté. Après, on a parlé un peu du sexe, on s'est dit, mais tout le monde en parle tellement, il y a eu tellement de podcasts. Et en fait, à chaque fois, tout revenait à un sujet plus essentiel, plus profond, plus fondamental, en fait, qu'est l'amour. C'est pour ça qu'on est là, parce que j'ai pas envie que les gens se disent, oui, l'amour, ok. Non, en fait, ça réunit beaucoup trop de choses. C'est trop important, c'est pour ça qu'on est là. Mais d'ailleurs, on peut préciser, l'amour en couple, quand même. L'amour, en tout cas, les relations amoureuses, comme on l'imagine... le mot, c'est quoi ? C'est pour ça, en fait, moi, si je devais commencer, à la place, tu vois, au lieu de parler de ma vie, ce que je ferais peut-être pendant ce podcast, avec grand plaisir, je dirais que c'est fou parce que nous, on a effectivement un mot, l'amour, mais qui regroupe énormément de réalités. Et genre, les Grecs anciens, eux, ils avaient plein de mots différents. Ils avaient donc Eros, qui est l'amour passionné. Ils avaient Storge, qui est l'amour familial. Il y a ça. Il y a Philiae, qui est l'amour amical. Il y a Philosia, qui est l'amour de soi-même. Et il y a Agapé, qui est genre l'amour inconditionnel, l'amour d'un parent pour son enfant, par exemple. Et donc, je découvre ça. C'est pour ça qu'ils sont là, les deux loustiques. Attends, pourquoi on n'a pas gardé ça ? C'est super bien. Personnellement, je le savais. Toute l'équipe le savait, n'est-ce pas ? David, c'est vrai que souvent, il me dit notre relation philae, c'est ça que tu me disais ? Ah, mais je reviens de mon agapé. Qui pense que c'est une religion. Pour moi, c'est un petit plat délicieux. Non, mais attends, c'est vrai, t'as raison. Non, mais du coup, de quel amour on parle ? Alors, le premier, le passionné, je dirais que c'est celui-là qui peut être intéressant. Dans celle-là, en fait, si on veut tout traiter, je crois que ça va durer 8 heures. Je sais qu'il y a plein de gens qui adoreraient, mais techniquement, on peut pas pour l'instant. Mais essayons de se concentrer aujourd'hui sur... Comment t'as dit ? Eros. Mais disons l'amour du cœur, l'amour de la relation amoureuse. L'amour de la relation passionnée, quoi.
La En fait- relation dans le couple. Voilà, Bah, différemment. disons Ouais. ça pour que ce soit clair peut-être C'est pour les gens. différent de l'amour familial, amical. Voilà, l'amour en ces termes de tout ce qu'il a de plus fondamental dans l'envie d'être avec quelqu'un, de partager quelque chose avec quelqu'un qu'on rencontre et pas quelqu'un qui nous est affilié par famille ou quelqu'un avec qui on a juste envie de partager des trucs en tant qu'amis. Après, Ok. j'imagine qu'au bout d'un moment, il y a aussi plusieurs amours qui se mélangent. Et Ah oui. bah, Et il y a l'amour familial qui rentre dans cet amour passionné. Tout à Il y a fait. aussi l'amour inconditionnel qui peut s'y mélanger, etc. Enfin, mais il y a attends, pas mal de c'est- trucs. ça me débloque des trucs de compréhension dans ma tête, ce que tu viens de dire là. Ah bon? Écoute, comment c'est possible que je ne t'ai jamais posé cette question? C'est bizarre et en même temps je comprends. Moi j'étais là, l'amour, il y a un mot, c'est un truc. Mais là maintenant, enfin non, j'ai bien senti qu'en moi c'était différent, mais ça se mélangeait un petit peu. Alors parlons Les de gars, c'est Eros. peut-être ça le secret. Hein. Tu sais, pour une relation qui marche et tout, c'est de pas trop se poser de questions. Quoi. Ah peut-être. Non, mais c'est Peut-être surtout aussi. le fait que l'amour va bouger au fur et à mesure des années et devenir quelque chose d'essentiel qui va souder ce couple, mais c'est pas pour autant que ça va être le même amour du premier jour jusqu'au dernier jour. Merci. Mm. Ah là là, ça, tu ouvres encore une belle porte. Mais moi, j'aimerais répondre à ce qu'a dit David. Je trouve ça intéressant pour que les gens se contextualisent. Je commence. Je m'appelle Raphaël Carlier, j'ai 37 ans. Ça fait 12 ans que je suis avec ma femme et ma meilleure amie, mon amour, Erika Fleury. Et donc c'est une relation longue, relation de ouf, mais ça, on y reviendra. Et avant ça, j'ai eu aussi des relations amoureuses. En fait, je l'aime bien, ma vie amoureuse. J'ai eu des relations de 2 ans, 1 an et demi, 1 an, tu vois, donc où j'étais quand même... C'était une relation d'amour. C'était un héros. Il était là, le héros. L'agapé est aussi pas loin, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Et j'ai aussi batifolé. Donc je réunis pas mal de petites histoires, je pense. Voilà mon schéma. Avant de rencontrer Erika, surtout les 2 ans avant, donc on va dire entre 21 ans et 24 ans, je suis allé voir à droite à gauche et je me suis bien amusé. On s'est bien amusé. Et tu t'es recentré après. On peut dire ça comme ça. En gros, ouais. Tu veux que je fasse la mienne aussi? Ça va être plus court. Merci d'avoir partagé ça déjà. C'est vrai. Moi, pour le coup, j'ai eu que des longues relations, en gros, dans ma vie, que des gens où, en gros, j'ai vécu une relation d'amour passionné. J'ai pas batifolé dans ma vie, en gros. D'ailleurs, ça m'a joué des tours, je vous raconterai. Avant de rencontrer Tiffany, que j'aime aujourd'hui, qui est ma femme, évidemment. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, il y a eu quand même un avant-après dans ma vie. J'ai bien senti qu'il se passait un truc un peu particulier là, à sa rencontre, très vite. Et aujourd'hui, je suis avec elle et tout. Mais j'ai toujours eu des relations qui ont duré plus ou 1, 2, 3 ou 4 ans avant, quitte à avoir des années de célibat. Et un jour, j'ai rencontré cette personne. Mais pas eu de petits coups à droite et à gauche, quoi. Très bien. Ça arrive à toi, là, maintenant, tout à Cyrus, fait. il va falloir y aller. Moi, j'ai 33 ans. J'ai eu ma première relation, on va dire, assez tard, je pense. C'est-à-dire dans les 18, un truc comme ça. Mais ensuite, pendant, on va dire, une dizaine d'années, j'ai quasiment tout le temps été en couple. Ça a été des durées 1 an, 2 ans, 3 ans et demi, 4 ans et demi. Donc, j'ai eu plein de relations moyennement longues, / longues. Enfin, ça dépend pour... c'est toujours relatif. quand même de C'est toujours relations. relatif. En Voilà. tout cas, plutôt stable. Ouais. Et ensuite, pendant mes périodes de célibat, j'ai eu à la fois des phases où il se passait vraiment rien pendant quasiment 1 an, et des phases où j'étais vraiment dans la rencontre. Et là, j'ai eu plus d'expérience. Et aujourd'hui, je suis dans une situation tellement floue que, en fait, le moment où sortira cette table ovale, ma situation aura sûrement changé. Donc, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Est-ce Donc, que tu regretteras et tu nous diras, venez, on diffuse pas, les gars. Non pas que ça me soit déjà arrivé, mais Non pas que ce soit déjà arrivé pile avec une table ovale, mais on va pas citer le nom. non, ça ne m'arrivera pas. Merci. cool, c'est dans la boîte. Ouais. Paola? Eh ben, moi, je suis mariée, j'ai 2 enfants et effectivement, moi aussi, avant de rencontrer mon mari, j'ai eu des relations plutôt assez longues, de 3 ans à chaque fois. Et pour ne pas faire mentir la maxime qui dit l'amour dure 3 Ouais, ans. bah oui. Eh oui. Et donc, c'était des relations sérieuses, stables, voilà. Et puis, à 25 ans, j'ai rencontré mon mari. Il habitait à l'étranger, donc on a attendu un bon moment avant qu'il revienne et de pouvoir fonder notre foyer familial. À partir de combien de temps on peut dire que c'est une relation stable, d'ailleurs? En vrai. Ben, en fait, c'est pas tant en termes de temps, mais plutôt en termes de sentiments. La stabilité, ça va être plutôt quelque chose qui va s'établir, selon moi, sur la confiance, l'envie partagée, en fait, de bâtir quelque chose, d'être en permanence avec l'autre, d'avoir une pensée constante pour l'autre.
et de partager une vision commune. Ça, c'est pour moi un peu la définition de la stabilité. Mais tu vois, de manière plus grossière, je vois ce que tu veux dire, mais David, je crois comprendre, quand tu dis ça fait 1 an et demi, 2 ans, t'as l'impression que ça commence à être long, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Versus, je suis sorti 3 mois avec cette personne. Oui, mais c'est pas parce qu'en fait, tu as été 3 mois seulement avec une personne que tes sentiments étaient moins forts, moins puissants. Clairement. Et donc, ta stabilité, elle n'en est pas pour autant en fait, plus faible. Ouais, je pense que c'est une question d'intention aussi. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, je vois des gens qui sont pendant 1 an, mais ils appellent l'autre personne genre plan cul. Ouais. Donc, t'es là, genre, c'est un plan cul qui dure 1 an, 2 ans, mais les gars, vous êtes en relation en fait. C'est juste, vous avez peur du mot peut-être. Mais ils ont un enfant aussi, et puis ça s'appelle ça toujours un plan cul. Ouais. On vit ensemble, mais vraiment, c'est un plan cul. Non, je m'engage pas. Non. Et je pense que derrière la relation stable, il y a vraiment, au-delà des sentiments et tout, il y a l'intention, il y a qu'est-ce que je vais chercher et qu'est-ce que je veux pour cette relation en fait. Ah, d'ailleurs, là, je peux corroborer. Nous, on peut parler de nos expériences perso. Bien sûr. Oui, Évidemment. enfin, c'est fou que je demande ça. Tu peux. Sur notre chaîne, dans notre podcast, Tu as le droit. introspective, je peux. Demande à Raphaël Carlier s'il accepte. En fait, je vous ai parlé d'une période juste avant Erika où vraiment on se voyait avec des meufs et c'était trop cool, mais ça durait le temps d'un soir ou 2 semaines et ciao. Et donc j'étais dans ce schéma-là, donc un peu matrixé, mais ça m'allait très bien et tout. Je rencontre Erika dans ce mode-là, donc dans mon mode, c'est ça, tu vois. Et pour moi, j'en suis à l'étape où je la rencontre. Elle me paraît un peu inaccessible pour moi, c'est une bombe et puis elle est intelligente et tout, mais je suis là, cool, mais je suis dans mon comportement, hein, comme dirait Aya. Je suis dans mon mode. Même si effectivement il y a un truc plus par rapport à d'habitude, je suis quand même dans ce schéma un peu, voilà. Et elle est plus mature, et je me rappelle très bien, on va dire les premières semaines et tout, je fais un peu ma life, et je rentre chez ma mère, Janine, qu'on embrasse. Je rentre chez ma daronne. On se voit un peu avec Erika, on va au resto, je rentre. Et j'appelle pas trop et tout. Et Erika qui a des valeurs, c'est vraiment en mode, c'est l'amour, ça rigole pas. Elle a pas batifolé, elle n'a rien à foutre de ça. C'est l'amour, les valeurs, la famille et tout. Bon bref, c'est Erika Fleury. Elle m'appelle un soir. Et j'étais dans mon lit chez Janine. Elle me dit, mec, mais tu m'as pas tenu au courant aujourd'hui? Je dis, ouais. Elle m'a dit, je crois que t'as pas compris. Elle m'a dit, je suis machin. Elle me parle d'elle et tout. Elle me dit, notre relation, mais c'était pas méchant en fait, c'était même génial. Ah, ça, non, c'est. Oui. C'est comme si tu prenais par le col, mais pour dire un truc très positif au fond. Et elle me disait, nous, c'est du sérieux en fait. Donc tu peux rentrer chez ta daronne, mais maintenant t'as une autre personne à aller voir et tout. Je sais pas comment vous dire. Elle m'a dit en ses gros. conditions, quoi. Elle Ouais, t'a c'est mes posé les conditions. bases Elle en fait, exactement. de la stabilité. Exactement. Et pendant 12 minutes, j'étais là, ouais, bah non, parce que moi je fais ma life quand même. Ouais, ouais. Et elle m'a dit, non, y a pas. Sinon, On est un c'est- putain de couple maintenant et tu vas voir, ça va être incroyable et tout. Et c'était très important de faire ça parce que moi j'étais vraiment dans le refus d'autorité de plein de trucs. Et là j'ai fait, oh putain, je crois que j'adore que quelqu'un me dise ça, tu vois. Donc là, c'est devenu sérieux jusqu'à aujourd'hui encore. Tu vois. Ça rejoint ce que tu disais sur l'intention. Ouais. Oui, voilà. Clairement, elle a eu une intention et elle te l'a dit. Qu'elle a puis, en fait, verbalisé. Toi. Qu'elle a verbalisé. Oui. C'est vrai que voilà, bon bah là, il va y avoir un sujet communication qui va vite sortir dans le couple, que ce soit d'ailleurs des couples. J'ai l'impression même d'un soir ou d'une période courte ou plus longue, la communication quand même est très importante. J'ai l'impression, en parlant de ma petite expérience, que à chaque fois, il faut dire ce qu'on pense, ce qu'on a sur le cœur. Alors ça veut pas dire forcément imposer à l'autre, mais qu'est-ce que pour vous, c'est quoi la place de la communication dans un couple? À préciser, pardon, que parfois tu sais pas. Au début, les gens qui nous Bien écrivent sûr. ou qui nous parlent ou même parfois en stream et tout, les gens, 2 semaines de couple, 1 mois et demi, ils savent pas. Oui, mais en même temps, je sais pas, c'est aussi une forme de communication. T'es pas obligé de savoir. La communication, ça veut pas C'est dire vrai, je c'est sais vrai. où on en est. C'est-à-dire, moi, je sais pas où on en est. Et toi, t'en es où? Est-ce que tu sais pas non plus? Bon, on continue comme ça, on se reparle bientôt, tu vois. Là où il y a un problème de communication, c'est quand on sait mais qu'on ne le dit pas. Eh oui. C'est encore différent. Clair. Alors, la communication, elle est essentielle dans un couple parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'on va baser justement la réalité, la vérité de son couple. Finalement, si je me mets en couple mais que je ne dis pas quelles sont mes intentions, justement comme Erika a fait, c'est ce qui était très bien, ben, finalement, c'est peut-être parce que j'ai peur de la réaction de l'autre. Mais si j'ai peur de la réaction de l'autre, je ne suis pas moi-même. Et pour baser un couple d'entrée de jeu sans finalement être dans la réalité de qui je suis, ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Après, je pense que la communication, c'est aussi la manière de le dire. Ouais. Parce que des fois, on a l'info, on veut la communiquer, mais en fait, on va la communiquer avec le reproche, par exemple, tu vois. Genre ce que Erika n'a pas fait. Tu vois, si Erika... elle a fait un... Non, mais c'est un petit style que moi j'apprécie. C'est un reproche, mais qui pousse vers le bien. Ouais. Je sais pas comment te dire. Mais tu vois, si elle t'avait dit direct, genre... si vraiment elle avait été plus agressive, Oui. en mode ça me saoule que tu sois chez ta mère, Non, ouais, c'était pas ce mode-là. Ouais. tu vois, bah direct, ça te braque. Tout Et à donc, fait. en fait, même si elle veut véhiculer son idée, elle va, entre guillemets, mal le faire. Et donc, ça va... Oui, Ça parce va que nuire ça à la aurait été communication. intrusif, en fait, Ouais. de faire ça. Ça aurait été, je t'impose finalement quelque chose. La communication, il faut que ça soit, enfin, un couple, il faut que ça soit quelque chose d'équilibré. Il faut que ça soit partagé.
Donc justement, tu peux proposer, c'est pas pour autant que tu imposes. Et d'ailleurs, souvent en thérapie de couple, je dis, on ne doit pas imposer quelque chose parce que sinon on va créer de la rancœur. Il faut essayer de trouver plutôt un compromis en fait entre ce que l'un et l'autre veut. Si on fait des concessions, on va forcément générer de la rancœur derrière. On peut avoir des demandes, mais pas des exigences. Exactement. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Mais c'est marrant que tu dis ça. Ça me ferait vraiment penser. Tiffany et Erika ont des points communs, évidemment. Sûr. C'était des amis avant de nous connaître. Et nous, on était amis avant de les connaître aussi. Donc, tout ça, c'est aussi une belle histoire. Mais c'est vrai que Tiffany m'a fait un peu le même genre de coup. Tu vois, au début, quand on s'est parlé, on parlait longtemps. Puis un jour, elle m'a vraiment avoué ce qu'elle avait sur le cœur. Et elle m'a dit, je crois que je t'aime vraiment bien, tu sais. Et je lui ai dit, ouais, moi, je t'aime bien. Mais comme j'aime mon grille-pain. J'ai vraiment dit cette phrase-là. Ah, Ouais, là. non, mais je sais. Sachez que. Je lui Écoutez-moi remets bien. une médaille. Excuse-moi, mais je lui remets une médaille. Non mais attendez, je m'explique. Mon cœur. Bon, de toute façon, ça fait 15 ans que c'est un running gag dans notre couple. Maintenant, vraiment, le grille-pain, dès qu'il y a un petit truc, elle me ressort le grille-pain. Elle a raison. Mais on n'a pas ta relation avec les grille-pains. En vrai, Ça se trouve, c'est une très Voilà. belle relation amoureuse. voilà. Smeg, d'ailleurs, nous régale avec des super grille-pains, n'hésitez pas. Non, mais en gros, j'ai voulu, à ce moment-là, jouer à quelqu'un que j'étais pas. Waouh. J'ai voulu me faire genre, non, mais moi, je tombe pas amoureux comme ça, je tomberai pas encore amoureux, machin. Non, moi, je prends un peu de la hauteur. Un peu, d'ailleurs, ce que tu viens de dire, finalement, je le savais même pas. Et en gros, elle m'a dit non, mais pareil. Elle m'a dit, mais ça marche pas comme ça en fait. Donc si t'aimes un grille-pain, mais c'est ciao alors. C'est pas grave. Moi, c'est pas ça mon but, en tout cas là, avec toi. La relation qu'on va avoir, c'est pas ça. Donc si t'es pas sur la même longueur d'onde, c'est pas grave, mais c'est non. Et là, après, j'ai compris très vite. Par contre, j'ai rappelé après, j'ai dit non, mais pardon, c'est pas un grille-pain du tout en fait. Et C'est en fou. fait, j'avais un vrai coup de foudre. T'as voulu jouer au congélateur, quoi. J'ai fait le malin. J'ai trop fait le malin. Et je paye encore aujourd'hui un petit peu les frais. Non, mais c'est fou que ce soit le même mode, tu vois, qui s'est passé. Elle se ressemble de aux ouf. Bah, Elle se ressemble. non seulement nous, on a aussi des points communs, les filles aussi. Enfin, s'il y a un truc qui se joue là-dessus. Mais effectivement, tu vois, cette façon donc, que tu disais avec ton expérience, c'était pour rebondir par rapport à ce que tu disais, ou le grille-pain, qu'on va appeler comme ça, le grille-pain gate, c'est que, en fait, à ce moment-là, j'ai réussi, et toi aussi, à sentir que c'était pas un reproche, mais de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et en fait, il y avait quelque chose de flatteur là-dedans. Que ce soit un reproche ou pas, même si parfois ça pourrait être mal dit, en l'occurrence, c'était pas le cas là, mais ça pourrait être mal dit, c'est d'essayer de passer au-dessus de cette forme et de se dire, attends, en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, cette personne-là? Elle est en train de me dire qu'elle veut être avec moi. Eh oui. Maintenant, il faut que moi, je sois prêt à regarder ça en face. Et est-ce que j'ai la même envie, oui ou non? C'est la peur de l'engagement. Hein. En vrai, même si moi j'ai toujours aimé l'amour, cette phrase est insupportable, mais en gros, je suis pour, quoi, tu vois. Tu te dis, ok, mais si c'est du sérieux, ça devient sérieux, tu vois ce que je veux dire? Bah Ok, ouais. mince, il n'y a plus de. Ça fait peur de se dire, ça peut durer des années, ça se trouve. Sur 2 personnes, on a quand même 2 cas où ce sont les femmes qui ont amené à cette communication, à cette création de ce couple. C'est vrai. Est-ce que c'est plus un truc féminin, selon vous? Est-ce que c'est plus générationnel? C'est quoi? Écoute, moi, je fonctionne pas trop comme ça, sur des trucs femmes-hommes et tout. Mais pour bien les connaître, les deux loustiques, là, c'est vraiment leur personnalité. Ouais. Et puis, elles sont plus matures que nous, elles sont plus âgées que nous, tu vois. Mm. Il y a un truc là-dessus, en mode, gamin, là, on est dans la cour des grands maintenant, tu vois. Avec vocation de fonder une famille derrière. Elle l'a pas balancé le premier jour, tu vois. Mais je dirais plus un truc comme ça de personnalité, quand même. Après, j'en profite. C'est vrai que de toute façon, notre vision de l'amour qu'on va partager autour de cette table va être très hétéronormée, puisqu'on est tous C'est vrai. hétérosexuels, etc. Donc c'est aussi à garder en tête, j'imagine. Bien sûr. Tu vois, c'est peut-être pas toujours les mêmes mécaniques. Ah, mais clairement. j'en sais rien. Complètement. C'est ce que tu disais au tout début Bien là, donc, du podcast. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout traiter, on ne pourra pas être exhaustif. Putain, pourquoi j'ai exhausteur de goût quand je dis exhaustif? Faut que j'arrête, hein, c'est pas le C'est sujet. surtout fou de t'auto-interrompre pour Ah ça. ouais, j'ai l'impression d'avoir dit une connerie en gros. Bon, on ne sera pas exhaustif, évidemment, il y a plein de versions de Bien tout sûr, ça. ouais. Et d'ailleurs, peut-être qu'on fera d'autres tableaux ovales sur ce sujet. J'ai l'impression qu'on dit ça peut-être à chaque tableau ovale, mais c'est vrai qu'on pourrait en faire d'autres là-dessus. T'as raison de le Mais préciser. ça sera performatif. À chaque fois. Et pléthore à la fois. Mais pléthore, ça veut pas dire Non, ça. pas du tout. Mais c'est clair. Moi, j'ai une question un peu essentielle à vous poser, à vous trois, et à vous tous derrière votre écran ou votre audio. C'est que comment se manifeste la naissance de l'amour qui est tellement incroyable chez nous, les humains, quand vous n'êtes pas en état d'amour, puis vous êtes en état d'amour. On parle des papillons dans le ventre de manière un peu facile et poétique et tout, mais il y a une image, il y a un truc physique, en même chimique, temps, une émotion, d'accord? Par exemple, il y en a aussi qui parlent du coup de foudre. Moi, je suis plus sur un truc progressif, voire très progressif, où à un moment, je le sens, c'est puissant, et je me dis, ok, c'est bon.
Mais comment ça se manifeste chez vous? Comment vous comment vous le ressentez, cet amour, quand il arrive? Mais- C'est hyper intéressant, les papillons dans le ventre. Tu sais, il y a un compte Insta que j'adore qui s'appelle Self Love Project. Et en fait, c'est une coach en amour et tout. Et elle te dit un truc qui est très pertinent, je trouve. C'est que les papillons dans le ventre, en fait, c'est pas de l'amour, c'est du stress. Genre. C'est-à-dire que quand tu ressens des papillons dans le ventre, quand tu vas à un date ou quoi, etc., bah, c'est plus genre, mets-toi en alerte. C'est pas forcément un truc cool. Tu vois, c'est que la personne, elle te met dans potentiellement un inconfort. C'est vrai. T'as envie de performer, tu vois. Alors que si tout est cool et tout est chill, t'as peut-être pas de raison d'avoir des papillons dans le ventre. Et j'aimais bien cette vision. Alors toi, tu parles des papillons dans le ventre qui vont arriver avant la rencontre, et toi, tu parles plutôt voilà. de ceux qui sont pendant finalement le moment où tu partages un moment avec la personne. Tout à fait. Mais maintenant que tu dis ça, même si Paola, je vais te Moi, laisser... je parle de ceux-là aussi. Hein. Ouais. Oui, Ouais. il parle des papillons globaux. Mais avant que vous répondiez, Paola et David, juste pour dire, c'est vrai que maintenant que j'y pense et que je me remets 12 ans en arrière, les papillons arrivent pendant des jours et des jours, et après, ils laissent place à une certitude. Ouais. Et vous rappelez ce moment qui est un peu flippant, c'est pour ça que je trouve que tu as vachement raison, où tu dis, est-ce que l'autre m'aime aussi? Cette question est folle. Et quand j'étais ado, beaucoup d'ados souffrent de cette question, enfin de la réponse à cette question, tu vois. Moi, c'est là que j'ai dû développer un gros truc de confiance, sinon je pétais un câble. Putain, est-ce qu'elle me kiffe aussi? Est-ce qu'elle m'aime aussi? Et surtout quand tu apprends que non, c'est quand même des douleurs de ouf. Mais je trouve que c'est ça. Après les papillons et ces doutes, parce que tu as raison, je suis entièrement d'accord en fait, il y a une certitude et c'est là que c'est incroyable. Putain, on s'aime réciproquement. Ouais. J'adore l'amour. Mais elle fait peur parfois, ces certitudes, à certaines personnes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'engagement, c'est genre, je pense que derrière, c'est la peur du renoncement, tu vois. Ouais. C'est-à-dire se dire, ok, ça c'est je vais avoir cette expérience. Ma vie, elle est tracée là. Tu vois, ça va ressembler à ça. C'est vrai. Ah oui, Mais- en gros, faire un choix, donc, Ouais. donc renoncer à quelque chose. Ouais. Et t'en parlais aussi, là, ce qui arrive. Alors, pour répondre à ta Oui. question, c'est vrai, parce que j'allais changer, on y reviendra après. Moi, j'ai pas la même vision exactement des papillons dans le ventre, mais je dis pas, enfin, je sais pas d'ailleurs si on parle de la même chose. Et moi, c'est plutôt un état un peu euphorique, quoi. En fait, Oui. je sais pas comment expliquer ça, mais c'est les premières fois, enfin, c'est extraordinaire ce qui crée. J'ai pas l'impression, moi qui suis très sujet au stress dans ma vie, et même à des situations de stress qui pourraient s'apparenter à ça, quand tu reçois, ne serait-ce que quand tu reçois un invité, un Will Smith ou un truc comme ça, techniquement. Nous, non, par contre. Si, j'allais dire Will On va Smith. te vexer un peu, Will non? Smith. Au bout de ton truc, Will pour moi. Smith ou Paola. Russ North, c'est ça que je voulais dire. Et bah, ça te met dans une situation de stress, j'ai l'impression, mais qui est vraiment extrêmement différente au niveau. Oui. Et ça crée pourtant un truc dans le ventre. Là, je te parle de quelque chose, moi, et d'ailleurs, ça, on dit les papillons dans le ventre, pour moi, c'est plus dans cette zone-là, c'est pour ça que j'aime bien quand on parle du cœur. J'ai l'impression que c'est dans cette zone-là, alors, pardon, c'est pas de terme, et ça Ouais, sera moi, pas c'est vraiment scientifique. le ventre pour le coup. Et ça, je sais pas, c'est comme. C'est plus facile, tout est plus léger, tu te sens plus libre, capable de faire des choses. Tu te dis, mais peu importe ce qui arrive, ça va bien se passer. Non, mais ça, c'est l'amour, Tout gars. est positif. Ouais, mais Ça, c'est c'est trop l'amour. bon. C'est Et bah, ça, ça l'amour. crée un truc. Ouais, mais ça me rend ça, heureux cette de l'entendre. sensation, elle est géniale. Et j'ai pas l'impression que j'arrive à la mettre dans la même catégorie que le stress, dans mon ressenti. Hein, Ouais, personnel. mais pour moi, ce que tu décris, c'est l'amour. C'est pas forcément les papillons. Pour moi, les papillons, c'est vraiment. Je sais pas, vous, c'est dans le ventre. Oui, non, mais dans le ventre, il se passe plein de trucs. Hein, ça, c'est clair. Parce que c'est progressif, je vous dis, pour moi, vous avez fait le chemin en fait chronologique. Papillon, puis ça monte, car, chers auditeurs, David a indiqué le thorax, et après, ça devient une certitude. Mm. Et d'ailleurs, ce qui fait ça, pardon, Paola, je vais te laisser Non, donner non, ta non, définition, ta version, mais c'est la réciprocité, j'insiste. Par exemple, mes enfants, Oui, bah, c'est c'est un ça. peu drôle d'ailleurs, je vais essayer de ne pas les mettre en porte-à-faux, mais tu sais, ils disent, ouais, je suis amoureux, enfin, c'est bon, je suis en couple, je suis amoureux. Je dis, ok, donc toi, tu l'aimes, elle, et il lui dit, ouais. Et elle t'aime? Il dit, bah, je sais pas, non? Enfin, on n'a jamais parlé de ça. C'est même pas le Bon, sujet. ouais, mec, Et tu vois, il y a un truc de. Juste pour dire, l'état d'amour absolu, c'est quand même cette réciprocité, Ah quoi. bah, c'est celle-là qui Parce est folle. Aimer quelqu'un sans qu'il t'aime en retour, Ah, c'est bien sûr. une douleur sans nom. C'est autre, ouais. C'est autrement C'est une plus douleur, difficile. mais c'est quand même assez joli. Il y a Ouais, je suis quelque d'accord. chose Oui, c'est qui vrai. t'excite toi-même. T'es pas forcément dans l'amour pour que l'autre t'aime forcément. Tu peux aussi aimer sans penser véritablement à toi, en t'oubliant. Pardon, mais t'as C'est raison. le vrai amour même. C'est l'amour inconditionnel. Agapé, Voilà. voilà, la ville. Ah, le mec est persuadé que c'est un zoo. T'as pris le train, non, pour y aller la dernière Ouais, fois. c'était la- Non, on dirait une figure de foot. Il a fait un agapé incroyable. Mais en Hop. fait, et j'aime bien Je quand jambes. ça m'arrive, je reviens sur ce que j'ai dit. T'as entièrement raison.
Non, mais parfois, c'est vrai, tu aimes quelqu'un et bon, faut pas que ça tourne à un truc malsain. Non, faut Mais- pas que ça soit comme si on allait courir derrière la personne et la rendre folle parce qu'on est derrière elle. Non, Oui, c'est pas plus- de harcèlement. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans un truc de harcèlement. On est plutôt dans quelque chose du don, finalement, un peu de soi. On n'attend pas forcément le retour. D'ailleurs, je trouve ça assez joli. Ça se voit beaucoup à la période de l'adolescence. C'est-à-dire que un garçon peut conseiller une fille sur ses relations avec les autres sans arrière-pensée parce qu'il l'aime. Et sans que ça soit finalement, ouais, bon, ben mince, elle me parle d'un autre garçon. Mais il y a quelque chose de l'ordre de je l'aime tellement que j'ai envie en fait, de lui apporter quelque chose de joli, de vrai. beau, un soutien, un amour, parce que c'est comme ça que la personne ressent cet amour en fait. Ouais, c'est vrai aussi, hein, c'est très beau. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu l'imagines, c'est peut-être en grandissant un petit peu. En grandissant, tu- c'est plus douloureux. Voilà. Quand tu commences à vraiment envisager qu'il y a un moment une relation et que d'un côté c'est non, que ce soit d'ailleurs au début, au milieu ou plus tard, peu importe, ça, bah, de toute façon, on va. Mais d'ailleurs, ça, c'est pas viable sur du long terme. Tu Oui. peux pas aimer quelqu'un en permanence sans avoir son retour. Mais cette forme d'amour un peu pas réciproque, c'est aussi, ça peut être aussi joli à vivre. C'est pas C'est forcément vrai, c'est vrai. déchirant. C'est ce fameux. En fait, putain, j'ai complètement changé d'avis, c'est super. Souhaiter le meilleur à l'autre, c'est quelque chose de très sain et de très dur à atteindre, mais c'est vrai que ça arrive. Et ça rejoint pour moi la définition de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, tu souhaites le meilleur à l'autre, tu souhaites, dans ta vision commune, grandir avec l'autre, qui est une croissance personnelle, mais aussi pour l'autre. C'est ça, l'amour. bien C'est sûr. effectivement, tu as des pensées constantes pour l'autre, tu as envie d'être avec l'autre, mais tu as envie que l'autre, en fait, pas seulement que l'autre te porte, mais aussi de porter l'autre vers le haut, en fait. Ouais. Si je dis pas de bêtises, et j'aimerais bien vérifier sur mon téléphone si je peux. Bien sûr. Ok. Oh, c'est trop mignon là. Genre, on est au CDI, tu peux prendre ton téléphone. Ouais, je vais quand même le dire et je vais le vérifier après pendant que quelqu'un parle, comme ça Ouais. on perd pas trop de temps. On parlera hormonal après. Non, mais il y a dans les communautés polyamoureuses, il me semble qu'il y a un terme pour ça, c'est la compersion. Mm. C'est le fait d'être heureux pour l'autre. Et donc, c'est presque l'inverse de la jalousie. C'est-à-dire que, en fait, pour affronter ta jalousie du fait que l'autre ait passé un moment avec une tierce Une personne, eh ben, tu vas te dire, ouais, mais elle a apprécié, elle a passé un bon moment, donc je suis content pour elle. Tu vois? Je comprends. En fait, c'est drôle. Je pense que c'est possible, ce que je ressens, puisque je le ressens, je vous le dis. Je suis pas dans ce truc-là avec ma femme, puisque je suis avec elle. Donc Ouais, voilà. ouais. Mais je comprends, mais je vois ça comme un truc assez dur à atteindre C'est oui, hyper dur. spirituellement. Ouais. Mais même en couple, finalement, tu pourrais expérimenter ça parce que finalement, dans ton couple, il y a des périodes aussi où quelqu'un a moins de sentiments ou est moins enclin à te faire des câlins ou à t'aimer de la même manière, etc. Et finalement, si toi, tu restes dans ce don de toi-même vis-à-vis de l'autre, Oui. finalement, tu peux te dire, c'est pas grave. À un moment, ça reviendra. En tout cas, moi, je continue à l'aimer sans attendre forcément le retour tout de suite. Mais Alors, tu peux aussi. Ah, pardon. Non, c'est moi, je parle beaucoup, mais c'est vrai ça. Mais c'est juste que moi, je veux être avec elle tout le temps, c'est différent. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Mais tu peux oui. ressentir ça pour autre chose qu'une relation avec quelqu'un. Par exemple, ça arrive plein de fois dans certains couples. J'ai entendu ça dans ma vie, juste en parlant avec des gens. Si quelqu'un, par exemple, a une réussite professionnelle, c'est un exemple, et pas l'autre, il peut y avoir une forme de jalousie qui se met en place et qui est compliquée. Et pourtant, on est en train de parler de la même chose. C'est-à-dire que se dire, bon, je suis content pour cette personne, même si on est en couple, ça n'a pas d'impact sur moi négatif. Ça veut pas dire que ça rate Oui. pour moi, qu'elle réussit et se mettre dans un état d'amour assez grand, qui pour moi me paraît évident, mais qui n'est pas évident bien pour tout le monde, et sûr. je le comprends. Oui, mais c'est génial pour cette personne. Tu peux passer de l'admiration à justement la jalousie, l'envie. Et quand tu tombes un peu dans la jalousie et l'envie, là, ça veut dire que aussi ton amour, il a quelque chose un peu de défectueux, tu vois. Mais effectivement, quand tu aimes quelqu'un, quand tu es dans ce don de toi pour l'autre, là, tu vas avoir une forme d'admiration, effectivement, s'il y a une différence de croissance professionnelle. Je voudrais revenir sur ce que tu disais, parce que pour le coup, je pense qu'on n'est peut-être pas tous d'accord. Et toi, tu disais que c'est très progressif, l'amour. Est-ce que vous croyez au coup de foudre ? 100%. Moi, complètement, oui. Je suis team 100% également. Mais j'ai envie d'en parler, ça m'intéresse vraiment. Ouais. Bah, Cyrus, tu veux répondre? Sur le coup de foudre, j'avoue, en tout cas, je ne pense pas l'avoir vécu. Quoi Mais est-ce que tu penses que ça peut exister? Écoute, je crois à ce qu'on me dit. Moi, j'ai l'impression que la personne à ma gauche Et à ta droite ? et à ma droite en sont les exemples vivants, tu vois. En fait, j'aimerais juste développer ce truc. Parce que, en fait, est-ce qu'on parle, parce que le sujet étant l'amour, on parle de coup de foudre. Ouais. Et en fait, moi, je crois volontiers très fort à
Alors, je vais jouer sur les mots, mais vous allez voir. Un coup d'attirance très fort. Quasiment, ça peut être physique. Hein. Et d'ailleurs, même dans le sexe, parfois, il y a des compatibilités qui sont hors du commun. C'est assez fou, d'ailleurs. Et même sans que ce soit une relation longue. Bref, ou même ça peut être un peu énergétique. Vous savez bien que je suis pas trop cosmique, mais malgré tout, ça vaut quelque chose. Il y a une énergie avec une personne, c'est hors du commun, c'est comme ça, c'est le feeling. Ouais. Au même titre que parfois on croise des gens, toi-même tu sais, pas de feeling. Ouais. Bah, j'ai pas envie d'être avec cette personne qui est sûrement très gentille. Comment dire ? Donc moi j'ai l'impression, c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs, que c'est un truc d'attirance. Si je vais parler d'Erika du coup, même si je veux aller plus loin avec d'autres avant, ça peut être physique, psychologique aussi, intellectuel. Il y a le truc, l'amour de l'intellect et tout. Moi ça j'y crois très fort. Voilà, ça j'y crois très fort. Mais est-ce qu'on peut parler d'amour tout de suite à ce moment-là, tu vois ? Est-ce que c'est un coup d'amour, le coup de foudre ? Non, mais c'est des crushs. Moi, le terme crush, par exemple, me va très bien. Tu vois, je préfère le terme crush à coup de foudre. Moi, je serais là-dessus aussi. Parce que tu as l'impression que ça minimise, en fait, ouais, c'est-à-dire que pour moi, ton implication. Un coup de foudre, pour moi, là-dedans, c'est genre, on est fait l'un pour l'autre, presque. Tu vois, et donc, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui sont faites pour moi. Et en fait, il y a un mythe de Platon qui ressemble à ça. Complètement. C'est dans le banquet. Ouais. Et il raconte un mythe qui est qu'en fait, à la base, les humains sont qu'une seule forme, une boule en fait, avec 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. Et qu'en fait, ils étaient du coup surpuissants et ils sont allés essayer de conquérir l'Olympe. Mais du coup, les dieux les ont punis et les ont divisés en 2. Et donc, cette boule qui était à la fois homme et femme se retrouve séparée. Et donc, c'est les âmes sœurs en fait. C'est-à-dire que ton âme sœur, c'est ce qui était à la base avec toi dans la boule. Ouais. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une part de féminité et de masculinité dans chacun de nous. Bref, voilà. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne crois pas qu'il y ait la femme de ma vie. Après, c'est peut-être parce que je ne l'ai jamais rencontrée. Je me permets parce que... Ah bah oui. C'est marrant parce que, d'un point de vue compréhension intellectuelle de ce que tu dis, je te rejoins. Je te rejoindrai. Et c'est bizarre d'ailleurs ce truc, parce que là, ce que tu es en train de dire, je veux dire, là, si je laisse le cerveau décider, il va me dire, ben non, ça n'a pas de sens, évidemment. Il y a plein de versions, il y a plein de relations possibles, il y a plein d'entrelacements de relations possibles. C'est pas de souci. Mais bizarrement, là, je partage juste une simple expérience, donc c'est pour ça que je ne peux rien faire d'autre ici que partager une expérience, savoir à combien elle peut se partager, combien l'ont vécu, est-ce que c'est un pourcentage, j'en sais rien. Mais moi, j'ai vraiment ressenti ça. Mais c'est pas mon cerveau qui a décidé. C'est pour ça que je te parle de cette partie du corps, parce que j'ai bien senti que c'est pas logique, c'est pas un calcul, c'est pas un truc de est-ce que ça devrait ou pas. Oui. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça avec ma femme aujourd'hui. Je sais que quand je l'ai vue, et je me le suis dit, et elle me l'a dit, c'est pour toute la vie, je le sais, c'est instant. Je peux pas te dire mieux. Je peux pas te dire mieux, mon gars. Je peux vous dire un truc, Paola. Attention, après, c'est à toi. Ouais. On veut entendre ton coup de foudre et ta version. Moi, j'ai assisté à David et Tiff. J'étais là. Mais non. J'étais là. Comme la pub pour l'abeille, le sucre. Voilà. Le sucre. Bref, la ref. Et c'était électrique. Il y avait une tension dans l'air, c'était magique. Donc, à jouer sur les mots, on s'en fout, amour ou pas. Et ça, tout. C'est clair. Mais les gars, moi, je l'ai vu, c'était dingue. Les deux. Donc, c'est vrai que c'est. En tout cas, si c'est un crush ou un coup de foudre ou quoi, c'était hyper intense. Et je n'avais pas prévu. Hein. J'étais pas là pour ça. Enfin, je ne cherchais pas ça. C'est vrai. Et pourtant, je le cherchais comme tout le monde le cherche aussi. J'étais absolument pas différent de n'importe qui, c'est ça que je veux dire. J'avais pas une qualité en plus ou en moins ou un truc. T'es pas venu avec un panneau, je cherche l'amour ce soir. Non. Avec ça, d'ailleurs, je pense que pour le coup, c'est pas forcément en plus une bonne idée. Là, c'est le genre de truc qui te met un blocage. Mais je veux, oui, effectivement, Paola, sur le coup de foudre, toi qui as une vision peut-être justement plus ouverte, qui fait des thérapies de couple et tout ça. Alors, moi, à titre personnel, j'ai aussi vécu ce coup de foudre. Et d'ailleurs, le jour où j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, attention, je lui ai dit, tu sais qu'on va se marier. Donc ça aurait pu le faire fuir et il est quand même resté. Et en fait, il y a des problématiques derrière ce coup de foudre. La première chose, c'est les gens vont avoir tendance à tellement, peut-être même rechercher ce coup de foudre, qu'ils peuvent derrière fantasmer, projeter un idéal de la personne et donc ignorer des red flags, ignorer finalement le fait que cette personne puisse ne pas être la bonne pour elle. Et donc y aller quand même. Donc ça, c'est la première problématique, selon moi, derrière cette recherche absolue du coup de foudre. Et la deuxième, tu vois, tu disais le crush, peut-être que ça minimise un peu l'idée du coup de foudre. Mais est-ce que le coup de foudre, il veut forcément dire qu'on est fait l'un pour l'autre à vie ? En fait, tu peux avoir le coup de foudre avec quelqu'un et ne jamais revoir cette personne. Ou tu peux vivre une histoire
hyper intense, peut-être pendant un mois. Et donc, finalement, on revient à cette notion de crush qui serait la même chose que le coup de foudre. Mais peut-être que derrière le coup de foudre, on y a mis trop le truc de... Ça veut dire que c'est à vie. Exactement. Oui, c'est vrai. J'ai mélangé les deux concepts. Non, mais en vrai, je pense que je peux rester quand même. Non, si tu peux juste sortir, ce sera super. Non, mais je pense que c'est peut-être une erreur, entre guillemets, une erreur que beaucoup de gens font. C'est-à-dire qu'on imagine que le coup de foudre, ça veut dire qu'on est forcément fait pour être ensemble à vie. D'ailleurs, je crois, il me semble qu'on dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont faites pour nous. Je crois que c'est au nombre de 7 dans la mythologie. Ah ouais, ok. Je connaissais pas ce mythe. Attention. Mais oui, voilà, c'est intéressant. Et je rassure aussi les gens, je précise aux gens que même dans le cas où on a l'impression que c'est un coup de foudre, ça n'empêche pas qu'il faut communiquer, discuter, remettre en cause, faire des preuves d'amour, qu'il faut gérer son couple. Rester conscient s'il y a des choses qui ne vont pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a eu un coup de foudre, on doit forcément rester avec cette personne. Non, c'est pas fini le travail au moment du... Voilà. Il se passe un truc, tu le sens, tu y es sensible ou pas, et après, il y a tout le taf à faire derrière. D'ailleurs, parlons-en. C'est un sujet vraiment, vraiment fréquent. Tu rencontres ton ou ta partenaire. Tu as raison sur le truc, le schéma hétéronormé, mais là, ça vaut pour tout le monde. Tu rencontres une personne. Il y a un crush ou un coup de foudre, c'est intense pendant... Ça peut être 1 heure, un mois, ça peut être 1 an. Cette passion du début, tu sais, quand on était plutôt ado, on disait ça, mais ça vaut toujours. Il y a une passion de début, une intensité de ouf. Elle est magique, cette électricité. Et après, ça s'apaise, ça se calme un peu pour devenir autre chose. Enfin, déjà, vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Devenir autre chose que moi, personnellement, je trouve extraordinaire. Oui. Mais ça se traduit par des trucs où c'est plus forcément, au bout d'1 an ou 2 ou 3, comme c'était les 4 premiers mois. Ce qui me paraît logique et humain. Je crois que c'était bien ça. Et donc, c'est un sujet, déjà, je vous partage cette réflexion. Et ensuite, comment gérer? Toi, ça fait combien? 15 ans que tu es avec Ouais, ça fait 15 ans. Moi, ça fait 12 ans et c'est Autant. un sujet qu'on connaît aussi. Donc voilà, parlons-en de ça. Cette passion qui se calme un peu, vous en pensez quoi? Qui évolue en tout cas. Qui évolue. Moi, j'avoue, je l'ai assez peu connu, pour être honnête. C'est-à-dire que... Et même en 3 ou 4 ans, déjà, Oui, il se passe des choses. Mais c'est pour ça que je te dis assez peu. C'est-à-dire que j'ai pas 12 relations qui ont fait 4 ans, tu vois. C'est un sacré âge, en vrai. C'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai vu mon amour changer et évoluer et de nouvelles problématiques, en fait, arriver. Tu vois, genre, ah, tiens, ça me faisait pas ça avant. Comment ça serait que ça? Les autres, ils ont ça aussi. Et donc, en parler avec les potes, etc. Tu vois, genre, ça aide de fou. Parce que je trouve que l'amour et le couple, c'est plein de premières fois. Tu sais, genre, c'est que des premières fois, en fait. C'est clair. Alors, non seulement avec la personne, mais même tout simplement dans ta vie. C'est genre la première fois que tu ressens ça, la première fois que tu es blessé comme ça, la première fois que tu es heureux comme ça. Ouais. Et donc, moi, tu vois, quand j'ai pas de mode d'emploi, tu sais, vous me connaissez, tu vois, j'aime bien réfléchir à plein de sujets, etc. Et je te disais avant que la table elle commence, je te disais, pour moi, c'est le gros sujet, l'amour. Parce que, en fait, c'est dur. Je trouve ça dur, de fou, tu vois. J'adore que. Ouais. Mais en fait, c'est là où. Bon, moi, je te le dis. Non, là, je vais régler ton problème en 2 secondes, tiens. Arrête de réfléchir. Allez, suivant. Mais Paola, tu as peut-être une vision peut-être même plus pédagogique, experte de ça, de cette passion qui devient autre chose. Alors, il y a d'un point de vue hormonal, en fait, il se passe des choses qui sont au départ un peu comme quand tu vas à la salle et que tu commences à faire du sport. Au départ, tu as t'as une palette d'émotions et puis au final, tu vas t'habituer à faire du sport et c'est pas pour autant que tu vas moins aimer. Au contraire, tu vas en avoir encore plus besoin parce que ça va venir remplir un manque. Et c'est pareil dans l'amour, finalement. Au départ, tu vas être tout feu, tout flamme. Et donc, tu vas être très surexcité, tu vas ressentir beaucoup de choses. Et puis, petit à petit, ça va venir un peu s'apaiser, devenir une espèce de normalité. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est moins bien. Ça veut juste dire que tu en as continuellement besoin, mais avec beaucoup moins de variations d'amplitude dans ta palette d'émotions. c'est vrai que c'est l'évolution de ses sentiments, et même de sa relation dans un couple qui perdure, on va dire. C'est un truc qui peut faire très peur. Parce qu'effectivement, ce changement, souvent, les gens, j'ai l'impression, mais arrêtez-moi si je dis une connerie, que les gens se disent « Ah, bah ça veut dire qu'on s'aime plus et que c'est fini. » Tout à fait. Ouais. Alors que justement, parfois c'est le cas, et justement, c'est là où il faut être assez subtil en tout cas, pour essayer de reconnaître ce qui est ça y est, il n'y a plus d'amour, ou c'est juste un changement de forme d'amour. Et effectivement, moi, ce que je ressens, là, je partage encore une expérience, je trouve que dans ce que tu disais tout à l'heure, dans les changements de ces formes d'amour, il y a des nouvelles choses, des nouveaux trésors qui sont
en fait, avec le temps, encore plus beau et plus excitant que le tout premier truc qui est génial sûrement au niveau des hormones et tout, mais c'est autre chose, mais qui devient encore plus addictif, quoi. Mais vous savez, c'est marrant parce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'à passer un certain âge, justement, ce qu'on va rechercher dans une relation, c'est plus cette stabilité, même quand on est célibataire, je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où on va y avoir des gros hauts, des gros bas, etc., on est en mode, je suis trop vieux pour ça, là. Vas-y. Tu crois, c'est vrai. C'est peut-être un truc naturel, en vrai, t'as raison. Je sais pas, parce que plus tu approches de l'âge où en fait, tu as envie potentiellement de fonder une famille, plus tu sais que cette phase, elle est incompatible. En tout cas, tu as la sensation qu'elle est incompatible avec le fait de fonder une famille. Peut-être que je me trompe. C'est possible. C'est à vous de me dire. Moi, j'avais ces discussions avec mes potes à 14 ans qui me disaient « Mais mec, faut que tu ailles voir des meufs à droite et à gauche, c'est ça la vie. » Et j'étais là, je n'en ai pas envie. Je veux vraiment avoir une relation longue, bien, où c'est bien, on est bien, c'est long, on s'aime longtemps, quoi. Après, c'est là où intervient l'inconscient et le subconscient. C'est-à-dire que consciemment, effectivement, peut-être qu'avec l'âge, tu as plus envie d'avoir cette stabilité. Alors effectivement, il y a des gens, donc, comme toi, David, qui ont déjà eu envie, ça, depuis le début, d'avoir une base très stable, parce que tu recherchais probablement quelque chose pour éviter ton angoisse d'abandon. Mais J'ai pris une balle perdue. J'ai pris une balle perdue. Et elle le connaît. Une balle perdue qui est très juste. Clairement. Pardon, désolé. Ah non, mais au contraire, c'est très vrai. Bon, bah voilà. Mais donc, en fait, le headshot. En grandissant, on va mûrir et rechercher quelque chose de plus stable, justement parce que soit ça va être basé sur la peur, justement, d'être seul, d'être abandonné, ou de la séparation elle-même, soit c'est parce qu'on a un schéma parental, mais justement, le schéma parental, il peut être aussi dysfonctionnel et rechercher quelque chose, justement, à l'inverse de ce schéma-là. Sauf que ça, c'est le conscient. Mais il se passe un autre truc derrière. C'est ton inconscient qui arrive et qui dit « Bon, alors, consciemment, j'ai très envie d'un truc hyper carré, on va dire ça comme ça, stable. Mais en fait, je crois que je m'épanouis que dans une dispute. Je crois que je m'épanouis que dans quelque chose de très intense parce qu'en fait, j'ai connu ça. Que ce soit d'un point de vue familial ou des relations, des expériences d'un point de vue relationnel, amoureuse, passées. Et donc ça va aussi construire ce faux semblant, c'est-à-dire à la fois ce désir conscient de la stabilité et finalement ce truc qui va pas fonctionner d'un point de vue inconscient qui va venir tout balayer. Clairement. Clairement. D'ailleurs, on a eu des schémas familiaux très différents. C'est vrai. Et pourtant, on a quand même le même goal, couple goal en vrai. C'est toujours pareil, toi et moi, on a les mêmes goals, hein, c'est vraiment fou, et pas les mêmes moyens d'y parvenir. Moi, je savais très tôt. Je m'étais dit, là, vers la vingtaine, je vais faire plein de trucs. Et c'était pas que avec les meufs, hein. À plein de niveaux, plein de trucs. Les gens qui suivent assidûment la chaîne de ça. Et comme ça, un jour, parce que j'ai toujours su, moi, très tôt, toi aussi, je pense, que je voulais des enfants et une famille. C'est vraiment ce que je voulais dans ma vie, vraiment, vraiment. Mais je me dis, avant ça, quand même, allez, on va s'amuser à plein de niveaux et sur divers continents. Et donc, tu vois, toi, t'as pas eu ce ressenti-là. Mais par contre, un jour, c'est Erika qui m'a mis le déclic. Du coup, je dis, ça y est, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai à faire et peut-être même plus tard, si ça me manque, je sauterai dans mes souvenirs, tu vois. Et ce sera amplement suffisant. C'est ce qui se passe. C'est une forme de lâcher prise, en fait, aussi, ce que tu fais. Un peu ça. C'est-à-dire que tu acceptes un moment de dire, bon, j'ai vécu ça. Mais ça, c'est un truc que tu as toujours. Hein. Je me souviens que même la première fois où ça a été évoqué qu'on se fasse virer de la radio quand on a commencé ensemble. On était au Move, on a commencé tous les deux. C'était vraiment, en termes d'amitié, c'était fou. Voilà, une émission à la radio, c'était génial. Et un jour, un moment, saison 2, le mec a dit, bon, c'est pas sûr qu'on refasse une émission. Et moi, j'étais là, non, j'ai trop envie, là. Et tout. Et lui était là. Mec, si ça s'annule, c'est pas grave, tu vois. On aura vécu un truc génial, ce truc-là, on pourra pas nous l'enlever. Et ça, c'est une force que t'as qui est hyper bien. Et donc, c'est une forme de lâcher prise et un moment où tu coupes le cerveau et tu dis, bon, allez, on passe à autre chose, tu vois. Ça, c'est fort. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que le mec qui s'est dit, on va pas peut-être continuer une saison 2 avec ces deux loustiques, il avait vraiment le nez. Lui, il avait un instinct de maboule. Il s'est dit, eux, vraiment, ils vont pas percer. Hein. Le début était dur, hein, fallait être visionnaire quand même. Hein. Non, mais vous en pensez quoi de ce truc de... J'ai déjà parlé avec des gars de ça, avec des filles aussi, avec des potes. Ouais, on s'amuse, on papillonne, avant de se lancer dans un truc plus sérieux, parce que comme ça, on l'aura vécu, ce truc. C'est la peur surtout de manquer, en fait, à partir de ça. C'est-à-dire que j'ai peur, après, d'être rattrapée par ce manque. Donc, est-ce que véritablement, ce manque va passer parce qu'on l'aura comblé ? Peut-être pas. C'est peut-être parce que tu as fait un travail aussi sur toi.
Mais parfois, ce manque, finalement, il va quand même revenir au galop parce que les gens n'auront pas travaillé sur le pourquoi ils ont eu besoin de combler quelque chose. Bah, c'est clair. Après, encore une fois, en ayant parlé avec aussi des potes qui ont vécu vraiment plein de batifolages, même beaucoup plus que toi et qui le font pendant des années. C'est vrai que plusieurs fois, en discutant après quelques années, on lui disant alors, machin, bah, ouais, moi je cherche l'amour, maintenant j'en ai marre de batifoler. Et j'ai envie de lui dire, oui, bon, bah là, moi j'ai pris ce choix déjà avant. Mais encore une fois, il faut effectivement dealer avec ce manque. Parce que du coup, quand tu l'as pas fait, c'est toujours une petite case dans ta tête qui est là, qui dit, hey, mais t'aurais peut-être pu connaître ça, et puis ça, et puis ça. Ouh, et ça, et C'est machin. vrai. Comment tu fais Mais toi, tu l'as pour- pas Bah non, mais il gère trop bien, lui. Non, mais je le gère, ce truc-là. C'est-à-dire que ça fait partie de cette gestion de couple. En fait, je le regarde, il faut déjà se l'avouer, la première étape, et je dirais, c'est surtout pas de commencer à dire non, il y a rien. Non, alors ça, c'est le pire, parce qu'en général, il y a un monstre qui grandit derrière dans le noir, qui est bien pire que si tu mets un peu la lumière dessus. Et du coup, il faut le gérer, il faut se regarder en face et se dire ça, quoi. En gros, globalement, j'ai l'impression, dans une vie, il va falloir faire des choix. Tu pourras pas tout faire. Tu pourras pas vivre une vie de moine, de Mac, un mafieux, une star du cinéma et en même temps un spéléologue. Enfin, je sais rien. Tu pourras pas tout vivre. Donc, il faut bien faire des choix par rapport à ce qui t'excite et ce qui te plaît le plus. Et en gros, à un moment, je me suis recentré. Je me suis juste dit bon, le schéma qui me plaît le plus, là, admettons que là maintenant, je peux faire le choix de changer complètement. Je le fais. Vas-y, ok, let's go. C'est quoi que je choisirais là si on me disait là maintenant, t'as le choix là. T'as un mec qui vient avec la pilule bleue verte et la pilule bleue, tu prends laquelle? Je prends la même. C'est celle-là qui me va le mieux, quitte à faire une croix sur certains trucs, et c'est pas grave. L'éternel retour. Ouais. C'est beau. Mais en même temps, t'as pas de manque parce que justement, t'as connu des petites histoires quand même avant. Oui, non, c'est Donc, pas. il y a ouais. ça aussi. Donc, c'est pour ça aussi, tu t'es construit en disant, finalement, chaque histoire t'a nourri de ce qui te manquait. Et donc, après, tu étais pleinement accompli pour pouvoir rencontrer Tiffany. C'est vrai. Mais il faut dire aussi aux gens que c'est pas facile et que. Enfin, moi, je comprends totalement pourquoi c'est pas facile pour certaines personnes de faire une croix là-dessus. Bien sûr. Le nombre de fois où tu parles avec des potes et qui te disent ouais, mais je suis avec cette personne, mais il y a cette personne-là aussi, ça se trouve, je passe à côté d'un truc énorme. Spoil, dans votre vie, vous passez à côté tous les jours de trucs incroyables. Ouais. Constamment, en fait. Choisir, c'est renoncer. Il y en a plein, en fait. J'ai l'impression, peut-être que, bon, c'est ma vision à moi des choses, hein, je me permets pas de faire une généralité là-dessus, mais. Mais est-ce que tu dis aussi, c'est un moment, ça me manque trop, ça peut aussi s'arrêter. Genre, je peux aussi quitter ma relation. On en avait parlé tous les deux quand j'étais allé sur ta chaîne pour faire notre petit échange. Oui. Et d'ailleurs, ce que j'avais dit avait été repris sur des sites chrétiens de ouf. Ah ouais, Ah ouais Putain, ils ont repris l'analogie du grille-pain sur. Non, Non, quand tu non, dis le que truc en gros que. c'était un engagement, quoi. Pour toi, tu te laissais pas l'option, c'est ça? Ouais, ah non, moi dans ma tête, c'est complètement fermé l'option. C'est clair et net, c'est non. Et c'est pas un truc pour moi qui me paraît être un frein ou un truc qui me ferme. J'ai même l'impression que c'est un outil génial pour pouvoir me développer et continuer à aller dans un bon sens. Pour toujours revenir à ce truc que, en gros, t'es obligé de faire des choix dans la vie. Donc, plus je fais faire un choix ferme à ce niveau-là, qui en plus est source de bonheur dans ma vie, donc je vois pas pourquoi j'irais faire un autre choix, enfin, à moins que je chercherais volontairement à me faire du mal consciemment, ce qui n'est pas mon cas. Et bah du coup je me dis mais non, en fait si je fais, mais même sans parler de concept de cœur et tout, si je fais un tableau simple entre le bonheur que j'ai aujourd'hui avec cette personne, cette famille et tout, avec Tiff et tout ça, versus ce que ça créerait comme problème si je faisais pas ça, Ouais. mais je suis perdant, donc je vois même pas pourquoi je ferais tu vois, un choix dans ce sens-là. Donc c'est une interdiction claire et nette dans ma tête. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends que ta stabilité émotionnelle, elle passe par le schéma que tu as choisi. Clairement. Et que donc, le fait de faire le choix d'un autre modèle te déstabiliserait. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, c'est du coup, j'ai conscience que c'est mon plus grand talon d'Achille aussi. C'est-à-dire que je sais que dans ma vie, à un moment, j'ai fait un point, c'était pendant le Covid, pour tout vous dire, pendant le confinement, où je me suis dit, il faut que je puisse être capable de vivre sans tout ça. C'est-à-dire que si je perds mon boulot, mes potes, la musique, les trucs qui me font kiffer, j'en sais rien, ma thune, ma situation sociale et tout, je veux continuer à être heureux. Et en fait, j'ai digué un peu, là, j'ai creusé, et puis à un moment, j'ai tapé sur un truc qui voulait pas se casser, et j'ai compris ce que c'était, et j'ai dit, bon, bah ça par contre, je fais pas la croix là-dessus sur ma famille, sur ma relation avec ma femme. Ce qui veut dire donc que c'est aussi source de bonheur, mais que pas qu'il se passe un truc là-dessus, quoi. Il y a un truc qui me paraît important là dans la discussion, c'est que, et notamment pour les gens qui nous écoutent, je trouve que c'est, et on va en parler de est-ce que c'était plus simple avant ou pas, mais j'ai quand même cette impression que c'était peut-être plus simple de rencontrer quelqu'un avant,
et notamment avant l'arrivée des sites et des applis de rencontres, etc. Il y a Eva Illouz qui a sorti un livre que je trouve fou là-dessus qui s'appelle La fin de l'amour. Et elle dit qu'en fait, toutes ces nouvelles technologies qui permettent de rencontrer des gens plus facilement, ça a créé une marchandisation de l'amour. Et avec ça, tu as une illusion du choix. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas la même chose quand vous étiez au lycée ou un peu plus tard et que vous rencontriez un nombre limité de personnes. Oui, bien sûr. Parce que, je sais pas, c'est les personnes dans ta classe, tu vois, et c'est la même classe peut-être d'une année à l'autre et tout. Versus quand tu te retrouves sur ces sites-là ou avec les réseaux sociaux, tout simplement aussi, qui te donnent cette illusion du choix. Tu vois. Et donc, elle met ça en perspective avec notre société capitaliste et libérale, qui nous dit qui nous pousse à être épanouis personnellement. En gros, qui nous dit, cherche l'épanouissement personnel, un truc d'auto-réalisation, etc. Et qui va à l'encontre avec le fait, en fait, dans le couple aussi, de faire des compromis. Tu vois, genre, dès que tu vas devoir faire des compromis, t'es en mode, non mais attends, cette personne elle veut ça, moi je veux ça, moi je respecte mes envies, il faut que je m'écoute, on entend beaucoup ça. Il faut que je m'écoute, il faut que je me respecte, donc je vais pas le faire. Et donc du coup en fait c'est incompatible avec plein de choses, tu vois, donc c'est difficile de rentrer en relation. Donc en fait on a un truc où à la fois on a l'illusion d'un choix, à la fois on va reculer à la moindre difficulté, et donc en fait la combinaison des deux fait que c'est hyper dur de rentrer en relation, parce que ça veut dire à la fois ignorer cette illusion du choix, et à la fois ignorer le fait que de vouloir n'écouter que soi et que ses désirs. Tu vois. C'est hyper intéressant dans les questions des gens sur Instagram. Il y a beaucoup ça qui est revenu, effectivement. Okay. Et là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas d'expérience. Je peux pas dire, peut-être que toi, Paola, tu rencontres des gens qui sont peut-être plus confrontés à ça. Ça change quand même beaucoup. J'ai 90% des patients qui cherchent l'amour, qui sont sur des applis de rencontres. Oui. Et les 10 autres sont en revanche très réticents à y aller parce que justement, ils ont l'impression qu'il y a un... que c'est comme s'ils allaient être au supermarché et qu'on allait dire bon alors je prends telle tomate, je prends tel concombre, etc. Donc ils ont l'impression d'être un peu en fait choisi un peu au hasard, juste sur un critère physique, alors que tout le monde n'est pas déjà photogénique, et puis d'autres vont miser sur d'autres qualités, etc. Et donc c'est vrai que cette standardisation physique par les applis de rencontre, elle gâche quand même d'abord un peu aussi parfois cette magie de la rencontre. Donc ça, c'est ce qui fait que les 10% sont très réticents. Et puis dans les 90%, par exemple, tout à l'heure, j'avais une patiente qui m'a dit je suis tombée sur un type, mais je pense que ce type, en fait, il like en fait toutes les nanas pour voir. Et après, une fois que si nous on a liké, il nous envoie un petit message, mais derrière il y a rien. C'est un peu creux, c'est un peu vide. Et donc en fait, on arrive assez rapidement à se rendre compte quand il y a quelqu'un qui est juste en train de faire finalement un peu du quantitatif plutôt que de faire du qualitatif. Et c'est vrai que c'est là où ça devient problématique. C'est-à-dire que la personne va dire, en fait, moi, j'ai envie un peu de me respecter, mais si l'autre, sur un site, sur une appli de rencontre, ne me respecte pas parce que c'est juste du quantitatif, finalement, je ne sais pas si j'ai véritablement envie d'être en couple ou de rencontrer même cette personne. Donc, on va se rencontrer pour un one-shot, mais ça ne va pas donner quelque chose de plus long. Et ouais, voilà, la question, c'est en gros, est-ce que les applis de rencontre, c'est pour des relations courtes qui peuvent être aussi hyper intéressantes ou aussi pour trouver des relations longues? Est-ce qu'on connaît des gens? Ouais, moi je connais une personne qui a réussi à trouver quelqu'un grâce à une appli de rencontre, et c'est hyper stable et ça dure longtemps. Je sais, mais je me rends pas compte par contre. Mais en fait là, moi si je reviens sur ce que je disais, ce que soulève Eva Illouz, c'est juste l'existence même, si tu veux, des applis qui t'offrent cette illusion de choix et qui change la donne totalement, tu vois, qui change complètement la manière avec laquelle en fait notre vision du couple, tu vois, et de ce qu'est une relation. Moi, j'ai une question pour vous. Elle est énorme, cette question. Est-ce qu'on aime l'amour? Est-ce que vous aimez les grippins? Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un d'autre sans s'aimer soi-même? Oui. Tu peux y aller. Je pense que tu auras une réponse plus précise que nous là-dessus, Paola. Alors, il y a des gens qui ne s'aiment qu'à travers le regard de l'autre, qui donc n'attendent pas de s'aimer, qui attendent d'aimer l'autre pour s'aimer. Et c'est vrai qu'en général, pour avoir justement un couple plutôt sain, il faut d'abord s'aimer pour aimer l'autre de manière saine. Et ça,
Ça, c'est un gros sujet. C'est le sujet d'une autre table ovale. Oui, Comment s'aimer soi-même? ouais, mais on peut développer un peu. Ah, on peut développer, c'est Oui. clair. Mais c'est vrai que ce sentiment-là, c'est un sentiment qui est le meilleur, mais qui est tellement dur à atteindre parce que quand est-ce que tu t'aimes vraiment, c'est En fait, quand s'aimer même- soi-même, c'est Ouais. un peu une formule presque un peu vénère, mais être bien dans ses bottes, tu Oui, peux voilà. faire en plus light, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah, t'attends forcément un peu moins de l'autre. J'ai l'impression quand toi, ça va bien avec toi-même. En fait, quand tu as confiance en toi, c'est la confiance en soi qui va nourrir l'estime de soi, qui va nourrir l'amour pour soi, et donc qui va nourrir l'amour pour les autres. Et il faut prendre le schéma de cette manière-là. Généralement, les gens prennent le schéma dans l'autre sens, c'est-à-dire l'amour des autres va nourrir l'amour de soi, qui va nourrir son estime, qui va nourrir sa confiance en soi, Oui. et qui va permettre en fait de réaliser des choses, des dépassements de soi. C'est l'inverse, on se dépasse pour s'aimer, enfin jusqu'à s'aimer, pour aimer les autres par la suite, et pas l'ordre inverse. C'est ce qui permet d'avoir confiance en soi et donc de bâtir quelque chose de finalement un peu plus construit sereinement et sainement. Mais là, on est en train de toucher du coup du doigt à un autre sujet du même thème qui est très important, c'est les ruptures. C'est-à-dire que tout ça est lié quand même. C'est-à-dire que Bien sûr. en gros, quand tu t'aimes à travers ton partenaire, ta partenaire ou la personne ou les personnes qui t'entourent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est remis en cause? C'est-à-dire, tout est remis en cause quand la rupture arrive. C'est terrible, les ruptures. Vous en avez vécu ici. Peut-être qu'on peut partager un petit peu, je sais pas, vos pires ruptures, les souvenirs, mais c'est toujours des trucs vraiment horribles. Et même quand tu as l'impression que tu es un peu moins engagé, en fait, ça peut être complètement sneaky, arriver par derrière et te Ouais. mettre un coup. Et c'est Ça peut être terrible. révélateur, justement, de ce que tu ressentais, tu vois. Exactement. T'es en mode, ah, je me suis menti pendant autant de temps, ok. Surprenant. Oh putain, oui, ça. Ouais. Et oui, oui. C'est le plan cul d'un an. Ah, c'est drôle, c'est. Ah, il faut que j'enchaîne là. Moi, j'ai un truc là-dessus, mais je vous laisse réfléchir à vos. À vos pires idées. ruptures. Ouais, voilà. Non, moi, justement, j'avais une relation, pas vraiment papillonnage, une relation intense, en mode passionnel, tu vois. Physique beaucoup, mais pas que. Mais c'était un truc un peu marginal, un peu fou que j'ai vécu, étalé sur un an et quelques, ok. À distance, ça aussi, c'est un autre sujet. Autre sujet. On va pas aller là-dedans, mais voilà, c'est un peu chaud, les relations à distance. Vaut mieux trouver une fin positive à ça que rester à distance. C'est très dur de faire tenir ça, mais c'est pas le sujet. Et ça m'a surpris. Je me suis jamais vraiment fait larguer. C'était souvent comme un accord quand un couple se terminait. Version que j'adore, dont on parle pas très souvent. Au fait, là, nous deux, ouais, c'est moins ouf. Hein. Ok, bisous, ciao. J'aime bien, ça existe aussi. Ça décline des deux côtés. Bon, il y a plein de versions. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Ouais, bah, moi, je l'ai vécu. Et c'est Ah ouais, c'est je bien. sais que tu l'as vécu, je trouve ça C'est- super. Faut avoir l'honnêteté de bien mettre les mots là où il faut et de mettre son ego. Ah, l'ego aussi, c'est un autre sujet, mais on n'est pas là-dessus. Et donc, cette relation, c'était pas un, comment dire, c'était un amour fou, mais vraiment fou. Tu vois, pas posé, pas stable, du tout pas stable. Oui, pas stable, voilà. Voilà. Parce que c'est pour le coup, on parlait tout à l'heure de certains couples stables qui sont pas longs dans la durée. Là, c'était un couple qui pouvait entre guillemets être long dans la durée, mais pas stable. C'est ça. Mais on le savait, c'était comme ça, c'était signé comme ça. Et j'ai été surpris par la fin, moi. Je savais bien que c'était fou, trop fou pour durer, mais c'est pas grave, tu sais. C'est pas tellement grave que ça se termine dans l'absolu. Moi, je suis OK avec ça. Mais moi, j'ai été surpris, pris par surprise. Et ça me ressemble pas parce que j'aime bien contrôler, tu vois. J'ai fait waouh. Donc en gros, je me suis fait larguer. J'ai largué sale. En tout cas, vraiment, du jour au lendemain, je m'y attendais pas. Et c'est fini, mec. C'est fini. Putain, c'est fou, c'est fou. Et c'est plus la surprise de pas s'y attendre. Ça, c'est vraiment spécial à concevoir, tu Ouais. vois. Tu t'y attendais vraiment pas ou t'avais pas envie de t'y attendre? Franchement, j'aurais tendance à dire je m'y attendais pas. Pas envie, je vois ce que tu veux dire. Et parfois, pendant des semaines, c'est des mois et des mois et des mois et des années, voire c'est la merde dans un couple. Tu sais C'est que la ça merde. va tomber un jour ou l'autre. Et tu sais que ça va tomber. Ça arrive très souvent. Ouais. C'est un gros sujet aussi. Il faut avoir beaucoup de courage. Bref, mais encore un autre sujet, pardon. Non, je te jure. Je savais qu'il y aurait une fin un peu spéciale, mais bon, en gros, c'est arrivé comme ça, ok? Et donc, j'ai pris cher, surtout dans mon ego. Tu te poses beaucoup de questions, c'est normal, c'est une rupture. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un conseil derrière. Ça a mis du temps, tu mets du temps, c'est génial. Le temps est vraiment un allié en toutes circonstances, je trouve. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon en plus? J'aime bien synthétiser, vulgariser. Hop, je me suis dit, il y a une réflexion que j'ai gardée et que je soumets et que je dis même à mes fils et à tout le monde dès que je peux. Je m'étais dit, en fait, après cette rupture horrible, putain, la prochaine fois, je vais être moi-même à 100%. Pas à 82%, pas à 62%, pas essayer de dire à l'autre, je suis comme ça parce que je pense que tu kiffes ça. Hein.
Je m'étais dit, là, voilà. Parce que peut-être que dans cette relation, j'étais pas vraiment moi-même. Je jouais un petit jeu où j'essayais trop de plaire à l'autre parce qu'elle m'en rendait ouf à plein de niveaux. J'étais un peu hypnotisé, pas admiratif. Bref. Et donc voilà, papillonnage. Et là, je rencontre Erika et je me rappelle très bien, elle m'a dit, ça, il faut que je sois même à 100% moi-même. On va pas mentir. Enfin, tu vois, je vais pas me déguiser. J'ai des défauts, j'ai des trucs chiants, machin. J'ai aussi des qualités. Je vais être moi-même 100%. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux gens, même si c'est pas du tout facile. Parce qu'il faut aussi se connaître soi-même. Mais voilà, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, ne pas se mentir à soi-même ou juste plaire à l'autre. Et moi, c'est un truc, une conclusion importante. Pourquoi c'est la rupture qui t'a poussé à te dire être toi-même à 100%? Parce que j'ai réalisé aussi par le biais de mes potes ou de ma daronne qui m'a dit, mec, c'était évident. Enfin, je la détestais, elle, tu sais. Et sur le moment, t'es là, c'est bon, attends, je kiffe mon truc et tout. Toujours écouter sa mère. Ouais, mais même les potes, vous avez vécu ce truc où même vous, par exemple, vous conseillez quelqu'un qui vous écoute pas du tout. Ben moi, là, j'étais celui qui écoute pas du tout. Mais alors, t'es là, mais c'est évident que c'est en fait toxique. Ouais. Là, c'était toxique. Oui, c'est ça. Et voilà. Attends, c'est quoi la question? J'ai perdu. C'est la question, pourquoi c'est la rupture Pardon, qui t'a mis voilà. là-dedans? Mais c'est parce que t'en as souffert, en gros, de cette rupture. Oui, mais non, parce que j'ai réalisé que cette relation, j'étais pas. T'étais pas à 100%. Ouais, non, mais même, je jouais presque un rôle. Ok. Je m'imaginais un peu. David le sait très bien. Oh oui. Merci pour cette question. C'est que je m'imaginais un peu gangsta là. J'étais dans une période. Non, mais vraiment en mode. Ah oui. Punk, rebelle, marginal, bas les couilles. Et on faisait des trucs vraiment même illégaux, interdits, vraiment chelous. Mais parce que ça ne te ressemblait pas, mais tu voulais ressembler à la personne que l'autre voulait que tu sois. Peut-être, ou alors je voulais vivre ça comme ça. Mais fondamentalement, c'est pas moi, tu vois. En vrai, de vrai, contrairement même parfois aux apparences que je me donne et la grande gueule et machin, non, c'est pas comme ça. C'est amour fou, canard, on va en parler. Ouais, Romantique pur, soutenir l'autre, bienveillance et tout, mais love comme ça, tu vois. Pas du tout cette version grand 8 de l'amour. Et d'ailleurs, j'ai dit à mon petit-neveu qui m'a parlé d'amour, je lui ai dit, il n'y a aucune raison de souffrir en amour. Ça peut arriver, mais comment dire, en fait, il n'y a pas de mauvais normalement dans l'amour. Fais attention quand tu auras des relations. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Ça arrive qu'on souffre, mais je pense que c'est possible de ne pas souffrir, quoi. Dur. Oui. Dur. Je ne sais pas si je vais pas répondre à cette question, parce que je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que les ruptures, moi j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, notamment sur ma chaîne YouTube et tout, j'ai fait des vidéos et tout. Du coup, je reçois des messages. Genre, il y a des gens, dès qu'ils se séparent, ils m'envoient un message. Tu vois, ils font ouais, Cyrus, je suis en une rupture, est-ce que tu as des conseils? Tu vois, c'est vraiment un message que je reçois, genre vraiment régulièrement, je reçois ce message, tu vois. Et en vrai, le meilleur conseil, c'est juste le temps. Tu vois, juste, tu l'as dit, hein, c'est souvent notre meilleur allié, tu vois, mais il y a rien à faire. Et je me souviens d'une conversation avec mon psy à un moment, sur une embrouille que j'avais dans une relation. Et je lui avais dit, en fait, tout ce que j'avais essayé de faire pour pas qu'il y ait l'embrouille et pour sortir de l'embrouille. Et il m'avait dit un truc genre en mode, mais pourquoi vous tenez autant à la relation? Et tu sais, genre, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai que je tiens tellement à la relation que je suis en train de ne plus être moi, un peu ce que tu disais là, pour sauver ce qui a sauvé, tu vois. Mais c'est vrai qu'une fois que tu te ressentes sur toi et que ça rejoint un peu aussi le fait de s'aimer soi-même, tu vois, quelque part. Mais une fois que tu te ressentes sur toi, t'es en mode, et ben si ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, t'es beaucoup plus à l'aise avec la rupture parce que t'as donné ce que tu pouvais donner. Et c'est sans animosité, c'est comme ça, c'est ok, quoi. Et du coup, la rupture a fait mal? Très. Oui, voilà. Mais est-ce que au final, c'est des belles leçons ou pas? Ah bah bien sûr, ouais, c'est toujours des leçons. Et ce qui est marrant, par contre, c'est que, tu vois, genre, dans mon parcours, je vous disais que j'ai eu plusieurs relations, mais qu'à chaque fois, j'ai eu beaucoup de relations sérieuses, tu vois. Et ben en fait, ça fait toujours mal, toujours autant mal, quoi, de manière différente. Ah bah, on n'apprend pas. Hein. Ah non, Ah bah non, non, mais en fait, c'est des douleurs différentes, mais c'est toujours, ah bah tiens, cette saveur, je l'avais pas goûtée. Tu vois. Ah, tiens, cette version-là. Ouais. Ah, d'habitude, ça dure un peu moins longtemps, mais je chiale plus le soir que le matin, c'est bizarre. Ça, Et oui. Bah non, mais c'est vrai qu'il faut dire la vérité. C'est vrai que c'est une question aussi qui est beaucoup revenue sur Instagram parmi les gens. C'est cette peur donc de s'engager parce qu'à l'arrivée, potentiellement, il y a cette peur de la douleur et que en gros, parfois tu dis est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir été heureux pendant 6 mois, 2 mois, peu importe, pour en chier ensuite pendant 6 autres mois, c'est quel est l'intérêt de tout ça?
Et effectivement, alors moi ça commence à remonter pas mal, parce que je me fais un petit peu plus vieux qu'avant. Chaque année un peu plus. Vous avez remarqué d'ailleurs, on Ah est bon un peu plus vieux chaque année. Chaque année J'ai découvert ça. Pas spécialement d'accord avec ça. Ah voilà mec. On n'est pas là dans le conspiration. Non, je fais pas une généralité, mais je vous partage une expérience quand même. Non, la première rupture, moi, c'est vraiment celle que je garderai en tête. Hein. Vraiment le premier amour, la première fois que tu ressens Bien l'amour. sûr, ouais. C'était vraiment au lycée. On était restés 2 ans ou 3 ans ensemble. Et vraiment le moment, c'était un coup de fil. Et là, ça tombe. Mais là, vraiment, Par téléphone. bah ouais, parce qu'en plus, elle était à distance. Elle était partie. À l'époque, tu sais, il y a très 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 longtemps, il y a fort longtemps, c'était J'étais là. Non, mais c'était par téléphone. Ouais, téléphone filaire. Vérité. Ouais. J'étais vraiment pour le coup chez mes grands-parents et tout. Et on t'appelle, on fait excusez-moi, est-ce que David est là s'il Ouais, vous non, plaît mais c'est clairement, mais c'était ça tout le temps. Et là, vraiment, je me souviens de cette sensation, je pourrais jamais l'oublier. C'est vraiment une sensation où, je sais pas vraiment, j'ai l'impression que vraiment tout fade, toutes les couleurs, tout le goût, toutes les sensations, tout s'efface. Il n'y a plus rien du tout. Tout ce qu'il y a de sympa dans la vie ne l'est plus dans la seconde, dans l'instant. Toi-même, t'as rien, t'as même plus de force pour tenir debout, t'es rien, t'es juste allongé. T'es mal, enfin complètement, je sais pas, je suis désolé, je dis des trucs très évidents, mais c'est vraiment ce souvenir que j'en ai. Et donc ça fait mal, donc je le dis évidemment, c'est pas nouveau à plein de gens qui nous écoutent, peut-être pour les plus jeunes, cette sensation est extrêmement douloureuse, on va pas se mentir, autant qu'elle est absolument géniale quand elle arrive. Mais je me souviens que j'ai eu la force ce jour-là, et je pense que c'est sûrement mes schémas familiaux, le fait que j'ai pu sûrement en parler avec mes parents à ce moment-là et trouver des oreilles attentives de gens, d'amis qui m'ont bien conseillé, mais notamment des amis plus âgés, et qui m'ont dit, et je me souviens que je me regardais devant la glace et que je pleurais vraiment toutes les larmes de mon corps et que j'avais juste envie de crever, mais je me disais, il faut pas que tu tombes dans le piège de plus retomber amoureux par peur de ressentir ça. C'est bien, Et je me le bien sûr. répétais, et je m'accrochais à ce truc-là, et quand je le disais, ça n'avait aucun sens, j'y croyais pas une seule seconde, mais je me dis, plus je me le répète, plus ça va arriver, parce que je trouve ça tellement, c'est un avis, hein, tellement dommage de passer à côté de Bien ça. sûr. Ce serait tellement dommage, ça vaudrait pas le coup de vivre la vie, même si ça fait très mal après. La première rupture, généralement, c'est celle qui est la plus douloureuse. Parce que c'est l'effet de surprise. On ne sait pas à quoi s'attendre. Après, même si effectivement c'est toujours très douloureux, on a quand même une connaissance du truc qui va arriver quand même. Bah, on sait que ça va. En fait, c'est horrible, mais on se dit, On le sent. c'est normal que c'est horrible. Voilà. Et j'ai déjà survécu à ça, je survivrai une deuxième fois, quoi. Alors non, on ne se dit pas forcément qu'on y survivra. En fait, il y a plein de gens qui vont te dire oh, mais en fait, c'est la fin du monde. Celle-ci est beaucoup plus importante. Et après coup, ils disent non, finalement, c'est vrai qu'effectivement, la première était plus importante parce qu'il y a l'effet de surprise. Ce que je donne souvent comme conseil quand il y a une séparation, parce qu'il faut quand même... Alors oui, il y a le temps, mais parfois, on a besoin que ça aille un peu plus vite. Alors le conseil que je donne en général, c'est de déconstruire l'idéalisation à la fois de la personne et de la relation. Merci. Parce qu'en fait, on a idéalisé Totalement. la personne et la relation. Et les deux faisant, ça a fait un espèce de... d'imagination, le cocktail de performatif, pour reprendre évidemment, du couple. Ça marche pas. Ça fonctionne pas, mince, oh là là. Pourtant, j'ai essayé de le placer. Mais donc voilà, donc l'idée, c'est de déconstruire cette idéalisation, cette idée que l'autre était l'homme ou la femme de sa vie, que ce couple était merveilleux. Et finalement, de prendre des petits exemples de mais attends, l'autre avait ça. Et puis tu te rappelles, il y a eu ce moment-là, et puis ce sentiment-là. Et puis, en fait, de mettre le doigt sur des choses qui ont été ignorées ou minimisées. Tellement d'accord, mais surtout, je trouve que donc une rupture, c'est quand même peut-être une des meilleures occasions de faire le point sur soi-même. Eh oui. Et surtout en oubliant, alors je crois qu'on en a beaucoup parlé, en n'oubliant pas un truc qui est important. Alors je vais dire l'orgueil, mais en tout cas l'ego. Moi, c'est hyper important de se dire, et c'est peut-être un moment aussi où on va penser à sa gueule. Je sais pas, là on conseille, on va dire peut-être les plus jeunes, on conseille les gens en phase de rupture. C'est un moment idéal pour se dire, bon, cette personne, on la visualise comme au-dessus de nous, comme le Graal qui vient nous larguer. Ça n'est pas le cas, c'est une illusion. Elle n'est pas meilleure et nous, nulle. Alors que c'est ce qu'on ressent. Totalement. On se fait larguer, on est là. C'est faux, c'est rien, c'est une illusion due à plein de trucs que je ne vais pas expliquer maintenant. Mais par contre, c'est l'occasion, moi je vous dis, pensez à votre gueule, faites votre autocritique, soyez honnête. C'est vrai que là-dessus, je suis pas ouf. Par contre, je suis ça, voilà ce que j'aime. En fait, c'est un super chemin, la rupture, très dur à court terme, mais progressivement de dire un super biais vers la progression. C'est-à-dire, putain, ok, on va se redéfinir soi-même plus précisément quand on se fait larguer comme une merde. Je trouve. Bah, ça va te permettre aussi de savoir quelle personne tu as véritablement envie d'avoir dans ta vie. Parce que, en fait, ça va te permettre de découvrir quelles étaient les choses que tu ne voulais plus.
Oui, et peut-être même avant ça ou pendant, quelle personne tu as envie d'être toi-même en couple. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ok, qui je kiffe et comment je la kiffe, c'est vrai, mais moi, comment je vais me comporter? Moi, je t'ai dit, mon petit truc perso, être moi-même 100%. Et Erika, au début, on a fait un rendez-vous charnière où je lui ai dit, sache que ça, je déteste. Ça, je déteste. Ça, je suis chiant. Je suis chiant de ouf. Ça, je suis con. Ça paraît bizarre, mais on a établi des gros trucs. Et elle m'a dit, ça, tu me feras jamais ça. Hein. Ça, j'adore, ça, j'adore. Bref, on avait fait un gros point. Donc aussi, savoir avancer sur soi-même, tu vois, avant même de se dire, mon idéal de couple, c'est ça. Je pense que la rupture peut permettre ça. Il y a ce que tu disais, donc Paola, effectivement, ce truc-là qui est très vrai. Quand tu repenses à ces premières relations qui s'arrêtent, c'est vraiment, tu as l'impression que c'est un dieu Ouais. qui te dit, tu ne vaux pas l'existence. C'est tout. Voilà, c'est vraiment ça que tu entends. Et cette personne est au-dessus de Et toi. complètement au-dessus, inatteignable, parfaite, Et elle se géniale. marre. Et en plus, c'est vrai. la Elle partie- se moque de toi. Ah non, mais oui. Quand tu te fais larguer, t'es là, genre, elle rigole et puis elle est mieux avec un autre gars. Mais oui, et en plus, quasiment au moment où elle te largue, elle est 10 fois plus belle encore que ce qu'elle est naturellement. C'est-à-dire que l'image devient pouf, tout de suite un truc génial. Mais il y a encore il y a autre chose qui se rajoute à ça, j'ai l'impression. Quand c'est des relations pour le coup longues, qui ont duré peut-être 1, 2, 3, 4 ans à partir de, je dirais, dans ces temporalités-là, c'est le quotidien, les habitudes du quotidien que tu prends. Là, c'est très concret, très factuel, mais les petites habitudes de tous les jours, les petits SMS, les petits rentrées, les petites discussions le soir et tout. Ah bah, c'est Ça, un c'est deuil. chaud. C'est un deuil, Exactement. en fait. Exactement. T'as perdu quelqu'un, quoi. Tu vois. Il y a eu un truc qui s'est passé. Mais en fait, toi, tu as mis au centre de la rupture, entre guillemets, de ce qui avait été difficile pour toi, l'ego. Et toi, tu as mis au centre de ce qui est difficile pour toi. Tu as eu l'impression que c'était quelqu'un qui te disait que tu n'étais pas assez bien. Totalement. Et finalement, donc on retrouve ton syndrome de l'imposteur et Exactement. on retrouve ton anxiété de performance. Tout à fait. Exactement. Et Tout à fait. et Je suis finalement. très content de pas avoir parlé. Non, mais Alors, je Paola, t'écoute maintenant, Cyrus. Paola apparemment, le secret professionnel est parti au chat. Non, parce qu'en vrai, non, parce que une des Non. vocations de la chaîne, c'est un peu une vocation inspirationnelle, en toute humilité. Donc, tu as raison. Moi, j'avais, et je l'ai encore, mais beaucoup moins, et d'ailleurs, je vais beaucoup mieux, c'est inversement proportionnel. Anxiété de la performance, au niveau de la chaîne YouTube, au niveau des stats, sur l'arc du rendez-vous du dimanche, ce qui me rendait tout simplement malade, et effectivement, en couple. Voilà, donc tu as totalement Ouais, raison. c'est vrai. exactement ça, tout à fait. Mais du coup, Toi, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Ah bah Tu vois, tu as complètement. dit, il y a Dieu qui vient et qui dit non, toi, tu es trop nul Ah oui, pour. exactement. Mais c'est du coup, je te rejoins, un super moyen de travailler dessus parce que j'ai l'impression que sous toutes les formes d'expériences négatives que tu recevras dans ta vie, Bien sûr. tu seras finalement confronté fondamentalement à ce même problème, que ce soit dans un couple, dans ton travail, dans ton amitié, dans les drames que tu peux croiser dans ta vie. C'est celui-là qui va revenir toujours ici. Au début, il va ressembler à autre chose, puis tu vas enlever un drap, puis un deuxième drap, puis un troisième, et puis tu vas creuser, tu vas faire, mais en fait, on est en train de parler du même problème là. C'est toujours le même problème. Mhm. Moi, dans ma vie, je suis toujours heurté à ça. Et par contre, l'avantage génial que ça a, ça, c'est que quand tu travailles dessus, clac, 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 ça fait un effet papillon, domino, tout à fait, sur tous les autres qui paraissaient être sur lesquels tu pourrais t'attarder à perdre du temps. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, une rupture peut être une chance extraordinaire d'aller mieux. Donc, effectivement, la souffrance d'une séparation, d'une rupture peut être très dure, mais aussi finalement un moyen de bosser sur soi. Donc, pour répondre à ceux qui disent ça vaut pas le coup de se mettre en couple parce que ça fait mal à l'arrivée, oui, mais quand ça fait mal, ça fait du bien à l'arrivée. Donc, finalement, si ça fait mal, c'est que vous n'êtes pas arrivé au bout du film. À l'arrivée, il y a quand même un truc positif qui peut arriver. Ouais. J'espère pour vous. Moi, j'ai une petite réflexion. Je sais qu'on arrive à la fin de cette première grosse vidéo. Après, il y aura les questions-réponses qu'on retrouve sur Spotify en exclusivité. Ça arrive dans quelques instants, dans quelques jours, et ce sera en vidéo et en audio sur Spotify. Je vais pas essayer d'ouvrir un boulevard, mais vous me dites. C'est qu'il y a de l'égoïsme dans les relations amoureuses, que je trouve très important. Ça rejoint le truc de l'ego. Je dis ça aussi pour les gens, pour un peu d'orgueil, un peu de fierté. Il y a de l'égoïsme sur plusieurs phases. Moi, Erika, un moment et progressivement, je me suis dit, bon, il se trouve que c'est une femme incroyable. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. C'est vraiment chaud, le level de cette femme, à plein de niveaux. Ça m'aide grandement, Erika Fleury. Mais je me suis dit, cette meuf, je vais l'aimer de la manière la plus ouf. Et alors parfois, je n'y arrive pas. Hein. Parfois, je rate ma mission, et on en parle. Mais je vais la soutenir, je vais être bienveillant, je vais la mettre au max, je vais la faire se sentir comme ça. Pour moi, ça, c'est une version de l'amour. C'est ma version préférée, c'est celle que je vis et je pense jusqu'à la fin. Mais dans ça, et je pense pas que ce soit grave, il y a un peu, regarde ce que Je suis capable de faire. Ouais, regarde ce que je suis capable de faire, regarde comme je suis stylé. En l'occurrence, regarde Erika, comme je suis bien. Et même aussi un peu un truc social.
Je le fais pas pour ça, mais il est là, un petit pourcentage. Ah, c'est honnête de le dire, bien sûr. Ouais, un petit peu. Mais c'est une fierté. Mais je le fais pas pour les voisins de Bois-Colombes. Mais regardez quand même. Vous avez vu, ça rigole pas. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que je l'aime. Et mon couple, c'est ça. Ça y est un peu. C'est une partie qui est pas grave, je pense, mais qui est là aussi. Ouais. Tu vois. Et du coup, tu te plais à toi-même aussi derrière. Tu vois. Et d'ailleurs, quand tu faillis à ta mission, quand t'es pas assez présent, c'est un exemple, ou même quand tu es présent physiquement, mais pas dans la tête, ce qui est un schéma atroce, ou voilà, ou que tu parles mal d'un coup. T'es déçu, tu vois, c'est une forme d'égoïsme. T'es déçu dans ton couple et t'es déçu par toi, tu vois. Donc il y a un vrai rapport à soi dans le couple. Et je trouve que c'est important de l'assumer. Mais ça, je te rejoins à fond. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment dont je parle de ça dans mon livre, où je dis... Peut-être rapidement le nom de ton livre qui pourrait s'afficher là, un lien de précommande, ou de commande plutôt, même un lien de commande. Le Code. Il s'appelle Le Code. C'est un livre pour parler du bonheur, être heureux, etc. Et du coup, je parle aussi d'amour à un moment. Et je dis que l'autre n'est pas la cause de notre amour. Et en fait, c'est Spinoza aussi qui développe ça. En gros, c'est-à-dire que souvent, on a tendance à penser que l'autre, genre à travers ses qualités, genre sa beauté, sa gentillesse, son intelligence, etc., c'est ça qui fait que je l'aime. Mais en fait, ça, c'est un raccourci. La vérité, c'est que ce qui fait que je l'aime, c'est ce que l'autre me fait ressentir. Tu vois ? C'est genre, par exemple, son intelligence fait que je me sens stimulé intellectuellement, ça m'apporte un kiff, etc. J'aime ce kiff, et donc ça se répercute sur elle. Tu vois. Et donc quand tu parles d'égoïsme dans l'amour, en fait, l'amour, comme tout de toute façon, comme tout notre rapport à l'extérieur, tu vois, parce que tout passe par nos sensations et notre jugement, etc. Mais l'amour, ça se joue, c'est quelque chose de très intime et de soi avec soi en premier lieu, tu vois. Donc je te rejoins 100%. Mais je trouve que cette pensée de se dire que ce n'est pas l'autre qui est la cause de mon amour, mais en fait ce qu'elle me fait ressentir, je trouve que ça débloque un truc, tu vois. Ça te débloque et c'est moins une position de victimisation. Tu sais, quand on se disait tu te fais larguer, tu te sens comme ça, c'est une position de force qui veut pas dire qu'on respecte pas l'autre, bien au contraire, mais j'aime bien. Il y a de la fierté là-dedans, il y a de l'honnêteté, j'aime beaucoup. Ce qui veut dire aussi que tu prends ta part de responsabilité, justement, s'il y a une séparation, s'il y a une dispute, ça veut dire que tu comprends aussi que tu n'es pas seulement victime, mais que tu es aussi acteur de la relation. Et que tu choisis aussi tes partenaires. Il y en a, ils sont en mode « Ah ben, on s'est rencontrés, la personne m'est tombée dessus. » Non, gars, on attire aussi ce qu'on veut, tu vois. C'est que on se met pas... genre, ouais, moi, je tombe que sur des gens comme ça. Oui, tout à fait, mais c'est une phrase qui revient souvent. Ah ouais, ça revient dans les messages qu'on a reçus. Il y a beaucoup de gens qui disent comment on fait pour pas toujours attirer des gens toxiques. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et ça existe ce truc. C'est vrai que j'ai des gens en tête. Ah, oui. Putain, je tombe que sur des gars comme ça là. Bien sûr. Pourquoi alors c'est des cassos, pourquoi ils sont comme ça? Il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le schéma répétitif amoureux. Et comment ça se fait alors? C'est-à-dire de reprendre toujours le même type de personne. Qui soit toxique ou pas, mais en tout cas qui a, en général plutôt toxique d'ailleurs, mais qui a un profil type qui nous correspond pas d'un point de vue conscience, mais qui nous correspond finalement d'un point de vue inconscient. On l'a choisi, ce type de personne, même si on sait qu'elle n'est pas bonne pour nous. Oui, et c'est dur d'en sortir. Il faut s'en rendre compte. Pour ça, c'est là où c'est intéressant. J'ai l'impression de particulièrement consulter des gens pour essayer de sortir de son propre schéma, parce que ça arrive aussi dans d'autres sujets dans la vie. On se met un peu à tourner en boucle. On sait pas, on n'a pas de porte de sortie. Mais parce que ça nous rassure en fait. On va vers ce qui nous rassure. Aussi. On va vers ce qu'on connaît. Tu vois. C'est aussi ça. On est attiré par ça aussi. Même si ça fait mal. Et en fait, on se croit des fois consciemment pas capable de retourner vers un schéma qui fait du mal. Parce que tu dis, mais non, je suis bête, je vais pas retourner dans le truc. Mais ça se joue dans l'inconscient. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire aider dans ces cas-là. Déjà, la première phase, c'est de conscientiser le fait de refaire toujours la même chose, toujours le même choix. Justement, quand tu disais, les gens, à chaque fois, ils viennent et ils disent « Ah, je reprends encore le même type de personne, j'ai encore été attiré par le même type de personne, c'est bizarre. » Alors déjà, le fait de le conscientiser, c'est la première étape. Mais effectivement, si tu vas chez un thérapeute et qu'à ce moment-là, tu vas travailler sur le pourquoi, tu as quand même beaucoup plus de chances de ne pas retomber sur les mêmes personnes. Pour revenir à ce que tu disais aussi, quand on parle aussi donc d'ego, alors il y a deux choses pour moi. Je sépare un peu ce que vous avez dit. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que quoi qu'on vit dans la vie, on le vit avec notre filtre à nous. Et même si c'est des choses extérieures, c'est toujours avec nous que ça se vit. Mais l'ego, c'est peut-être encore autre chose. Et ça me fait penser à cette autre question qui est comment faire pour vivre. Enfin, plutôt, est-ce que vous sentez, est-ce que toi, tu as ressenti ça, toi, et même toi, en tout cas, dans les patients que tu vois régulièrement, des gens qui sont touchés par le regard des autres sur leur couple. Donc, comment la vision des autres impacte ton couple, ta relation avec l'autre, que ce soit social, privé, familial, j'en sais rien.
Bah, pour moi, les deux sont liés. Parce que typiquement, C'est ça. quand je te dis des qualités, genre l'intelligence, la beauté, etc., peut-être que la beauté que je vais trouver chez quelqu'un, ça me fait ressentir une forme de fierté, en même temps, ah bah tiens, si je suis avec quelqu'un que je trouve beau, c'est peut-être que moi aussi je suis beau, peut-être que, Ouais. tu vois, une forme de succès, en fait, tu vois. Et donc, ce ressenti personnel, ça alimente ton ego, et en fait, tu vois, genre, c'est pour ça que je te dis les deux, pour moi, les deux, c'est la même... Non, mais c'est vrai que c'est Ouais. c'est un peu lié aussi, clairement. C'est trop intéressant. Alors, je sais pas si vous allez. Est-ce que vous me croyez, en gros, si je vous dis que. Donc, je vous ai parlé, il y a un peu de fierté représentative, qui est un petit pourcentage, mais même pour moi et moi-même, genre, j'ai ma famille, j'ai ma meuf, t'as vu, c'est une bombe, elle est trop cool. Ça, c'est quelque part là, ça existe. Un peu superficiel, mais c'est là. Mais par contre, toi, je pense que tu sais que je dis la vérité, mais je vous le dis, je n'en ai rien à foutre. Mais ça rejoint aussi notre vie perso, hein, du regard des gens sur mon couple. Et parfois, c'est un peu intime, mais bon, je demanderai à Erika. Parfois, elle entend des trucs, tu vois, et ça parle, et ça imagine des trucs. Frère, j'en ai rien. Tu peux pas savoir à quel point je m'en branle. Tu peux te dire, penser ça ou ça, bien, pas bien, ça ne changera rien. Franchement, c'est important. Enfin, je crois que c'est bien, Ouais, mais bah- ça change rien, quoi. Bah, c'est trop bien, ouais. Non, mais moi, j'avoue, je suis pas à ce stade. Tu vois, et je kifferais trop. Je sens que ça me libérerait de plein de trucs. Tu Mais vois. ça veut dire quoi? Quelqu'un va dire quelque chose sur ton couple et ça peut te toucher. Ouais. Ouais, ça va me toucher. Et je pense que même ça joue. Ça peut même jouer dans tu vois, les personnes qui vont m'attirer. Ah, waouh! Ah, d'accord. Je pense que, tu vois, genre. Ouais, c'est bien. Je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, je la comprends. Là, c'est en gros presque un peu plus facile avec le temps. Au bout d'un moment, quand ça fait 15 ans qu'avec Ouais. ta personne, tu sais que c'est solide, t'as monté un truc, t'as une maison, des enfants, t'es bien, tu sais, bon, bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça n'atteint pas ça, mais une relation fraîchement, une relation qui est fraîche, qui vient de débuter, et t'as ton meilleur pote qui vient de te dire un truc. Là, je prends une relation Bien sûr, homme-femme, ouais. tu vois, un truc. T'as ton meilleur pote qui vient de te dire, putain, cette meuf casse les couilles, non, là, ce qu'elle Ouais. vient de dire et tout. Ah, ça touche de fou. Et comment faire pour sincèrement ne pas prendre ça en compte? Bah ouais. Et en même temps, est-ce qu'il faut pas le prendre en compte non plus? Les deux existent, parce que c'est aussi intéressant. Si des gens t'aiment, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu étais avec cette personne qui a créé une rupture douloureuse pour toi, plein de gens étaient là pour dire non, mais vrai. là, c'est too much, ça se voit bien, mon gars, mais en même temps, tu es obligé de faire ton expérience. Et je trouve que la notoriété, et après, je te Non, laisse vas-y. Paola reprendre la main. Je trouve que la notoriété aide pas du tout. Ça fausse les relations. Ouais, parce que en fait, Oui. tu vois, vous avez rencontré vos meufs quand vous étiez Ah oui, pas du tout connus. Ah non, tu vois. mais je bénis ça tous les jours. Tant Tu mieux, vois. ouais. Donc là, tu vois, genre, je me dis, si un jour je m'affiche avec ma meuf, bah en fait, on va se faire juger, quoi, d'une certaine manière, etc. Et Mhm. évidemment, quand je vous dis que ça me touche, je suis pas en train de dire ça me touche à 100%, tu vois. On est à, je pense, je fais tout pour que ça soit à moins de 50%, tu vois. C'est un combat, etc. Je travaille dessus, Mais c'est tu vois, j'en normal. suis conscient, je travaille dessus. Et c'est cool d'en être conscient déjà, tu vois. Mais je t'avoue que, ouais, forcément, c'est des problèmes que j'avais pas il y a 10 ans Ouais, tout à avant fait. de commencer YouTube, tu vois. Je comprends. Paola, quelle est ta vision de ceci? Alors, effectivement, la notoriété va complètement fausser parce qu'il y a aussi un autre truc. C'est pas seulement que tu vas avoir peur d'être jugé après, mais tu as aussi peur finalement d'être avec quelqu'un qui ne sera pas avec toi pour ce que tu Pour une es, bonne raison. mais pour l'idéalisation de ce qu'elle a pu percevoir à travers un écran. Ensuite, pour reprendre un petit peu l'idée du choix du partenaire. Donc la peur du jugement, elle n'est pas seulement quand tu rencontres, parce que tu disais tout à l'heure sur si tu es avec quelqu'un depuis très longtemps ou si c'est un couple qui est tout frais. Finalement, cette peur du jugement, si tu l'as au départ, tu vas l'avoir aussi par la suite. C'est pas tant sur la longueur de ton couple ou la stabilité de ton couple, c'est parce que tu as l'impression que ça te rapporte à toi. Ça veut dire pour toi que tu es une mauvaise personne, que tu es critiquée. C'est pas seulement l'autre, c'est le choix que tu as fait de prendre cette personne. C'est le choix que tu fais d'être avec cette personne, les actions que tu fais. Donc, tu as la sensation que la critique qui va toucher ton couple, ton ou ta partenaire, vont finalement se focaliser sur toi. Donc, c'est là où c'est difficile d'accepter la critique ou les jugements et de passer au-delà comme toi, tu arrives à faire. Parce que, en fait, tu as l'impression que ça pourrait dire que tu n'es pas finalement une personne à la hauteur.
Et oui, non, mais Ouais. c'est toujours ça aussi, hein. C'est clair, on y revient là. Mais même la critique dans le couple, elle est compliquée. Que la personne que t'aimes le plus au monde, on va dire, sans parler des enfants, mais par rapport à Mhm. Eros, la personne que t'aimes le plus qui te fait une critique sur toi, et quand tu sais en plus que c'est juste, putain, c'est terrible. Enfin, moi, ça me fait du mal, et j'ai vraiment la sensation là, ça réveille mon imposteur complètement, et pourtant, c'est pas le but du tout Oui, souhaité. mais alors justement, est-ce que c'est une critique ou est-ce que c'est un conseil que l'autre te donne? Parce que c'est souvent ce qui est mal interprété dans un couple. C'est-à-dire que les gens ont la sensation que la personne qui les aime fait une critique. Sauf que si c'est la personne qui t'aime le plus au monde, elle te fait pas une critique, elle te Bien donne sûr. un conseil pour t'améliorer, Ah, mais c'est pour clair. performer. Il- Donc, le prendre comme une critique, ça revient à ne pas l'entendre avec tout l'amour et la bienveillance, même si c'est balancé dans une dispute, même si c'est balancé de la mauvaise manière, n'empêche que le fond, c'est pour t'améliorer, pour que le couple lui-même s'améliore. Donc, en fait, quand tu entends ça comme une critique, ça veut dire que tu oublies aussi que l'autre t'aime profondément. Totalement. J'ai vraiment rien d'autre à dire que totalement, c'est extrêmement vrai. Et je dirais juste Merci. que pour les gens qui nous écoutent et qui vivent dans des relations, voilà, peut-être à but d'être longues, ça arrive souvent. Et il faut aussi se pardonner. Des fois, l'autre, il dit un truc qui est un super conseil, mais dans la fatigue de la vie, tu le dis mal et du coup, l'autre personne le prend mal. Des fois, elle le dit bien, mais tu le prends mal quand même. Il faut se pardonner des deux côtés. Pardonnez-vous de ne pas prendre les critiques parfois bien et pardonnez-vous de ne pas les dire bien non plus. Et c'est ça qui est important des fois dans le couple. C'est pour ça que je dis souvent à mes enfants, c'est un conseil que mon père m'a donné. Franchement, c'est un des conseils les plus précieux que mon père m'ait donné sur le couple. C'est que je les voyais s'engueuler avec ma mère, évidemment, comme n'importe quel couple. Et à chaque fois, il prenait 5 secondes, 10 secondes pour me prendre à part et dire on s'engueule, mais c'est parce que papa et maman s'aiment. Et en fait, c'est un trésor pour moi. Parce que j'ai jamais vu l'engueulade comme un problème dans le couple, mais comme une façon de dire bon, bah voilà, là, on n'a pas réussi à se dire les choses comme il fallait, parce que la vie est comme elle est. Ouais. Et elle n'est pas toujours reposante, on n'est pas toujours sur la plage, tranquille, où on a le temps de parler. Des fois, ça va vite. Et c'est pas grave. Tu vois, là, quand tu as parlé, tu as dit, quand vous entendez les conseils, les critiques, pardon, justement, même moi, je fais le lapsus. Mhm. Quand vous entendez les critiques, il peut y avoir une forme qui est pas bonne, machin. Et après, tu as dit, et mon père, lui, m'a donné le meilleur conseil. Et en fait, les deux sont des conseils. Tout à C'est fait. juste que, comme tu l'as perçu de ton père, avec tout cet amour, cette bienveillance, tu as tout de suite dit, c'est un conseil. Et les autres dans le couple, ça peut être une critique. Donc, tu vois, finalement, cet automatisme de se dire que quand on est dans un couple, c'est une critique. Non, c'est aussi un conseil. Merci, là, c'est une petite séance gratos Après, pour WAM. ça peut aussi être des critiques, j'imagine. Oui. Oui, Il y a des gens Oui, un peu. oui. Ouais, j'allais dire. Bien sûr. Parfois même, tu Voilà. dis de la merde. Hein. oui, mais C'est- si tu te dis que la personne t'aime et que c'est dans la bienveillance, c'est là où justement il faut basculer ça en disant, en fait, peut-être qu'en fait derrière il y a un conseil dont je dois Ouais, tenir compte. mais on peut pas tout pardonner, tu vois. Genre, Ah, ça veut pas dire que tu pardonnes. parce que j'ai peur que ça légitime parfois des comportements où tu es en mode, genre, peu importe l'intention, gars, tu me parles pas comme ça, et en fait. C'est pour ça qu'il y a le fond et la forme. Ouais. Mhm. C'est-à-dire que le fond peut être un conseil et la forme, ça peut être sous forme de critique. Mais le fond, véritablement, peut révéler quelque chose d'important Mm. dans la relation. Après, effectivement, il y a des red flags. Si la personne me hurle dessus, me fait des violences, des insultes, des violences verbales, psychologiques, effectivement, et en me disant, mais c'est parce que je t'aime, je Ouais. te critique pas, c'est un petit conseil. Là, effectivement, on se dit, non, en fait, Oui. c'est ma limite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même sans aller jusque-là, tu as des relations où, genre, une personne se fait rabaisser sans arrêt, tu vois, Complètement. dans la relation, sous le Oui. prétexte du conseil, tu vois, et l'autre reste parce que il y a l'amour. Mm. C'est une relation toxique, tout simplement. Les relations toxiques, c'est pour ça que c'est si compliqué, c'est parce qu'en fait, au-delà de la relation, il y a de l'amour. Au-delà de la toxicité, il y a de l'amour. Et c'est pas forcément, une personne n'est pas forcément toxique pour tout le monde. Il y a peut-être deux personnes qui sont très saines, mais qui ensemble Ouais. créent un truc toxique. C'est pour ça que c'est une relation toxique, c'est pas forcément des gens toxiques. Et tu vois, il y a des relations où effectivement, ouais, tu as l'impression que tu te fais rabaisser tout le temps, alors que sous prétexte de conseil, et en fait, c'est de la critique, tu vois. Sous couvert de l'amour, il y a des gens Ouais. qui vont faire passer Ouais. plein de trucs en disant je t'aime. Ouais, exactement. Pardon. Malheureusement, il y a des trucs terribles qui sont faits au nom de l'amour, mais Mm. ce sera une autre table ovale, parce que là, si on est parti là-dedans, on va jamais s'arrêter, je sais, et on le sait, on a vu vos messages que ça vous plairait aussi. Là, on peut pas aujourd'hui pour d'autres raisons. On va devoir, là, malheureusement, s'arrêter sur ce qu'on a dit là. Encore une fois, ce n'est pas complet, exhaustif, ça ne traite pas de tous les cas. Oui, oui, mais parce que là, on arrête, c'est ça, on finit cette partie. Il va Alors, falloir juste- qu'on passe à la partie Spotify. Ok, je veux juste dire un truc.
aux gens, c'est important, je crois. L'amour n'est pas une condition, alors, à moins que vous ne soyez pas d'accord, mais une condition sine qua non au bonheur. Moi, j'en suis sûr. Pourtant, c'est moi ce que j'ai cherché dans ma vie, je le veux, et je suis dedans, tant mieux. Mais on peut vivre, selon moi, heureux, sans amour, en tout cas sans être en couple. Alors que, tu vois, vraiment, c'est important même pour les gens de l'entendre. Voilà, c'est tout. Et Bien même, sûr. je pense que en étant seul, oui, c'est ce que je viens de dire en fait. On peut être heureux, parfaitement Eh heureux. ben oui, en vrai, c'est presque même un conseil, je dirais. C'est ça qui va mettre dans une situation qui sera plus confortable pour vous et C'est qui vrai. vous permettra d'atteindre peut-être un état de bonheur plus long et plus durable, sans attendre de quelqu'un d'autre. C'est important, on va dire. Paola, Cyrus. Nous, on se retrouve finalement tout de suite après pour les questions des auditeurs, finalement les questions Insta que Oui. tu as sélectionnées. Tout à fait. Et ce sera exclusivement sur Spotify, nos chers partenaires, et qui diffusent désormais de la vidéo. Ouais. Mais cette partie d'après, vous ne la retrouverez pas sur YouTube. Là, pour YouTube, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette table ovale. Dites-nous, n'hésitez pas dans les commentaires si Oui. vous voulez une deuxième partie et qu'on continue à parler de ce sujet. Il y a plein de choses à dire, évidemment. Merci Paola, Cyrus, merci beaucoup. Merci beaucoup, Paolo et Cyrus. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup.